Bonsoir à tous, bienvenue pour ce huitième épisode du 9-10, et oui déjà le huitième. Huitième épisode, vous connaissez peut-être un peu le principe. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat, bonsoir à Nostromo dont c'est le tout premier message dans le chat, bienvenue à toi, installe-toi confortablement, on va passer une bonne heure et demie à parcourir un petit peu la planète lucarne opposée et à voilà, discuter autour de nos footballs entre guillemets, hein, mais bon voilà, nos footballs préférés. Vous allez voir, on va voyager on va voyager sur tous les continents aujourd'hui. C'est une garantie, c'est sûr. On va faire un peu d'Afrique, d'Am Nord, d'Am Sud, d'Asie. Vous allez voir, on va bien se promener. Voilà, bonsoir à tous, bienvenue. Je vais accueillir ceux qui vont m'accompagner aujourd'hui. On va commencer par celui que vous ne voyez pas, mais que vous allez entendre. Pierre-Marie Gosselin. Salut PM. Salut Nico, bonsoir à tous. Ravi de te retrouver pour un nouvel épisode, le huitième. Déjà, hein, ça y est, ça nous vieillit. Regarde, on a déjà la barbe blanche. C'est ça, cet épisode, ça fait vieillir. Ça fait vieillir tout le monde. Et puis, oui, on va accueillir celui qui va être, vous allez le voir, lui. Ça sera pas la minorité invisible, ça sera la majorité visible. Vous allez voir, Marcelin Chamoin, on va parler beaucoup Brésil avec Marcelin ce soir. Salut Marcelin. Salut Nico, salut PM et salut à tous. Et ben voilà, on va pouvoir, les présentations sont faites, on va pouvoir se lancer. Je vais vous donner le sommaire de l'émission. Si vous n'êtes pas habitué, vous allez voir, il y a des rubriques récurrentes et puis il y a quelque chose à voir. Voici le sommaire. On va commencer par les news de la semaine. Là, je le disais, on va se promener Afrique, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Vous allez voir, on va parcourir là. Il y aura une très belle page africaine, justement, pour débuter. On va y revenir dans un instant. Ensuite, et ben voilà, avec Marcelin, on va aller un petit peu au Brésil. Voir et raconter un petit peu surtout l'histoire de ces estaduais brésiliens, ces championnats d'État qui sont plus qu'une tradition, vous allez le voir, qui sont vraiment quelque chose qui compte au Brésil. Ensuite, les rubriques traditionnelles, le joueur de la semaine. Ce joueur-là, ce sera Stephen Eustáquio, le numéro 7 de la sélection canadienne, l'un de mes chouchous, j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, Marcelin vous parlera du beau maillot que vous l'avez vu vous l'avez vu sur ses épaules, ce beau maillot. Il le porte ce soir, le maillot du Cruzeiro. Vous allez voir que son histoire est très particulière et puis vous en avez l'habitude. Ensuite, comme d'habitude, les Golasso Hello avec le résultat de la semaine dernière et les nommés de cette semaine. Et on terminera tranquillement avec la page des rendez-vous. Voilà, le sommaire est là. On s'installe, on est prêt, on va pouvoir y aller. Eh bien, on va commencer tout simplement. Non, il commence pas à 8h, Pierre. On a changé d'heure en France. Il est 9h, donc voilà. On a changé d'heure ce week-end. Mais bienvenue quand même, ça va, t'arrives quand même à l'heure. On va pouvoir y aller avec les news de la semaine. Et je le disais, les news de la semaine, elles vont démarrer. On va parcourir la planète lucarne opposée. Les news de la semaine vont démarrer avec toi, Pierre-Marie, et donc avec la page africaine. Je pense qu'il y a moyen pour qu'on démarre très souvent avec la page africaine dans les 9-10, et c'est un grand plaisir d'ailleurs. Et justement, tu nous en avais parlé un petit peu la semaine dernière, tu nous avais présenté un petit peu ce championnat. Eh bien, on va en faire un petit point, et puis on va continuer d'entrer un petit peu dans les présentations avec ce championnat. Je parle du championnat béninois. Eh bien voilà, on va commencer déjà par les résultats, hein. On a parlé un petit peu du championnat la semaine dernière. Les résultats avec les matchs de la semaine, PM. Ouais, semaine internationale, pas pour tout le monde, hein. Deux journées se sont disputées depuis lundi, hein. Une première journée mercredi, avec notamment le choc Loto Popo contre Coton FC dont je vous avais parlé la semaine dernière, qui était peut-être un match à voir, qui était disponible sur la page Facebook de Loto FC. Donc voilà, la visibilité, continue d'y avoir un petit peu de visibilité. C'est Loto qui s'est imposé. C'est le grand choc, hein, j'en avais parlé un peu, entre les deux équipes qui ont probablement les deux plus gros budgets du championnat. Parmi les autres résultats notables, il y avait la victoire du Dynamo d'Abomey à Éternel Omnisport. Alors voilà, c'est encore des noms qui peuvent... qui résonnent pas forcément dans vos oreilles, mais j'espère que petit à petit ça va commencer à rentrer et que d'ici la dernière journée du championnat de cette Super League Pro, vous serez des experts en football béninois. Et donc cette victoire très importante à l'extérieur qui permettait à Dynamo d'Abomey de mettre la pression et de remonter de remonter au classement et de se positionner dans les premières équipes. Et puis il y avait aussi du côté du tableau avec l'équipe de Hadidja,
FC qui n'est autre que l'équipe des militaires. On avait eu dans un magazine un super dossier sur les équipes militaires qu'on peut retrouver aux quatre coins du monde et notamment en Afrique où je vous avais fait un petit peu une présentation de toutes celles qu'on pouvait retrouver sur le continent. Et ben celle celle du Bénin a été relancée, donc Adidja, qui donc avait pris son premier point mercredi et qui a renouvelé l'exploit ce week-end en prenant un deuxième point. Donc ça me permet d'enchaîner sur les matchs de ce week-end où on a Coton donc, qui s'est bien relevé de sa défaite contre Loto et qui l'a emporté contre SVO, et également Loto qui continue, qui l'a emporté, qui tente de remonter un petit peu au classement. Esport, parmi les, je ne vais pas vous dire tous les résultats, hein, mais voilà, parmi les autres résultats importants, il y avait cette victoire des Esports de Savalou à contre US Cavalier qui est là aussi un rôle important à jouer au niveau du classement puisque ça leur permet de se repositionner tout proche des deux premières places occupées par Coton FC et Dynamo Dahomey avec 13 points chacune. Et donc Adidja, les Porcs Épiques, donc le surnom de l'équipe d'Adidja, et qui ont donc en sont à 2 points. Ils étaient à 0 lundi dernier. Et voilà, vous avez le classement qui s'est affiché, vous avez vu. J'ai réussi à coller exactement à tes mots pour mettre les images et tout. On a même vu passer le but de Loto face à Coton, hein, le but de la victoire. Justement, Loto, il en est question. On va continuer. Tu demandais, tu espères que tout le monde va pouvoir être un petit peu plus familier avec le championnat béninois. On va y aller justement en présentant quelques équipes. Et aujourd'hui, le focus, ça va être cette équipe de Loto FC. Ouais, de l'Autopopo. Alors, ouais, qui est aussi l'Auto FC. En fait, donc j'avais déjà un peu introduit un petit peu ça la semaine dernière. Donc ça s'appelle l'Auto parce que l'équipe a été reliée ou rapprochée, ou je sais pas trop comment dire, à la loterie nationale qui a pris ça faisait partie des réformes du président du Bénin dans sa relance du football, qui voulait favoriser comme ce qu'ils appellent les sociétés sportives. Et l'idée, c'était que les clubs de sport puissent être affiliés à une grande institution, une grande entreprise, de manière à pouvoir être un petit peu plus pérenne financièrement et rester dans le temps, parce que c'est vrai que jusqu'alors, le football et le sport en général étaient beaucoup plus proches de l'amateurisme que du professionnalisme. Donc cette équipe s'appelle l'Autopopo parce qu'elle elle se trouve donc depuis maintenant, c'est aussi récent, comme quand j'avais parlé du championnat, enfin non, du Planète Hello sur Cotonou, on s'était aperçu qu'il y avait un grand nombre d'équipes qui étaient basées dans la capitale. Et donc, voilà, donc la volonté du président qui était de construire des nouveaux stades dans les différentes communes du pays, a permis à Grand Popo, donc une petite ville, une importante ville quand même, mais tout dépend où est-ce qu'on se situe et où est-ce qu'on habite. Mais voilà, pour moi qui suis donc à Bayonne au Pays Basque, Grand Popo c'est une grande ville. Avec au moins, voilà, il y avait un dernier. Les recensements en Afrique, on sait ce que c'est, hein. Puis la dernière fois, je sais que j'avais été repris dans les commentaires parce que j'avais un peu minimisé le nombre d'habitants au Bénin. Donc là, je vais partir sur 70 000 habitants minimum. Estimation Pierre-Marie Gosselin, 2022. Et donc, il est une petite ville située juste à la frontière du Togo, vraiment à quelques kilomètres le long de la route. Voilà, Grand Popo, le long de la route, vous poursuivez et puis vous arrivez directement à la frontière du Togo. C'est une ville qui a connu son âge d'or il y a quelques siècles, un âge d'or pas forcément fameux au vu de l'histoire, puisque ça faisait partie de ces pôles un peu négriers qu'on retrouvait un peu partout sur les côtes africaines et notamment au Bénin, où Ouidah était un grand point de départ, mais également Grand Popo, parce que voilà, vous avez l'occasion d'apercevoir cette somptueuse plage qui caractérise cette ville. Et en fait, ça faisait un abri naturel pour les bateaux. Et donc voilà, donc c'était naturellement devenu un point de départ pour les esclaves vers les Amériques notamment. Donc voilà, pour faire touristiquement, c'est quand même une ville très très intéressante, mais on n'est pas là pour faire un planète Hello Grand Popo. Ah mais ça y est, on a envie de partir la PM, hein. J'ai mis la photo et elle détruit tout, hein. Ah non, vraiment, c'est une ville très très chouette. Et du coup, le stade, si vous montez en haut de la tribune, quoique ils ont fait
l'orientation du stade fait que si du haut de la tribune, vous devrez pouvoir voir les cocotiers et la plage. Donc voilà, c'est pas non plus, on sait pas, on vous ment pas. On vous ment pas, allez voir un match à Grand Popo, vous verrez, vous jugerez. Et donc voilà, bon après c'est un petit stade, une tribune couverte, une piste d'athlétisme et une pelouse synthétique. Mais l'idée c'est de permettre à la ville d'avoir son club. Donc du coup c'est Loto Popo et c'est quand même marrant que cette petite ville se retrouve dotée d'un club hyper important finalement qui devrait pouvoir participer aux compétitions continentales, qui aurait pu cette année ou qui s'est fait éliminer au premier tour cette année plutôt. Et donc voilà. Donc après, cette équipe, elle compte dans ses rangs un nom connu dont je vous avais parlé la semaine dernière, Abdeslam Ouadou, donc qui est venu là-bas dès l'année dernière, en premier lieu en qualité de directeur sportif, puis une saison, début de saison, je crois qu'à la fin de la phase des matchs de la phase régionale, entre guillemets, de la première phase du championnat, il est descendu sur le banc et il occupe aujourd'hui le poste d'entraîneur. Donc voilà, avec plus ou moins de réussite. Si on prend la dernière semaine, beaucoup, puisqu'il en est à 2 victoires en 2 matchs. Ouais, ça va mieux sur la dernière semaine. On aurait fait l'émission il y a 15 jours. Bon, on aurait été un petit peu plus... Ouais, non, voilà. Donc voilà, c'est pour dire que... Non, c'était voilà, pour dire que ce club était associé à cette ville-là, d'où son nom Loto Popo, Loto pour la loterie nationale et Popo pour Grand Popo. Donc voilà, donc à part, je vois pas trop quoi vous dire d'autre. Si peut-être que dans ses rangs, on retrouve un joueur qui est un international qui n'a pas réussi à s'exporter, mais qui joue encore, qui est sélectionné de temps en temps, qui est d'ailleurs le buteur du match de la semaine dernière contre Coton FC, à savoir Gaston Gbedji. Voilà, c'est une équipe qui peut, dans son effectif, compter quelques internationaux, surtout des internationaux locaux, ceux qui participent au CHAN, et peut-être avec le temps, d'autres internationaux qui rejoindront l'équipe nationale senior, mais c'est toujours un petit peu compliqué pour ceux qui jouent dans le championnat de l'intégrer. Il suffit qu'ils quittent le pays pour aller jouer en Biélorussie, deuxième division, troisième division de Slovaquie, voire en deuxième division algérienne pour se retrouver en sélection. Ça, c'est un mystère que j'ai encore du mal à percer, mais Ouais, qui est une réalité. Il n'y a pas encore de promotion locale, en fait. C'est ça ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'il faut forcément émigrer pour ouais, entre guillemets, prétendre à la sélection. Mais émigrer n'importe où, c'est surtout Ouais, ça que c'est ça. je voulais dire. Oui, non, mais on avait bien compris, mais voilà, la précision, c'est ça. C'est-à-dire que si tu joues au Bénin, tu ne comptes pas, tu vas n'importe où ailleurs, c'est là qu'on commence à te voir. Malheureusement, il y a encore un peu de ça. Alors, c'est pas tout en vrai, hein. La preuve, Gaston Gbedji, voilà, parfait exemple d'un joueur qui a réussi à intégrer la sélection tout en étant au pays, qui est resté, qui continue de rentrer dans la sélection de temps en temps parce qu'il n'était pas dans la dernière, par exemple. Donc, mais ouais, l'idée c'est ça. C'est vrai que il y a encore un petit peu ce frein là qui, j'espère, va sauter, parce que c'est vrai que pour moi, une des meilleures équipes du championnat du Bénin n'a rien à envier avec une équipe de deuxième division biélorusse, quoi. Enfin, voilà. Je ne maîtrise pas bien le championnat biélorusse, mais bon. Non, moi non plus, mais bon, oui, je vois ce que tu veux. Vous comprenez un petit peu l'idée, quoi. Exactement. Et ben, en tout cas, voilà, vous avez pu un petit peu voyager au Bénin, hein. D'ailleurs, Olivier Magot, hein, qui nous remercie pour ce dépaysement. Bah oui, c'est un peu aussi l'objectif de vous faire aussi découvrir tous ces footballs, de vous faire voyager sur notre planète. La belle planète Hello et Nostromo qui nous dit que ça donne envie de voyager. Oui, alors commence pas à écouter les planètes Hello, sinon tu vas jamais vouloir rester chez toi. Ah si, vas-y, écoute les planètes Hello. Ouais, il faut les écouter, ça, justement. Ça permet de bien préparer ses voyages. Exactement. Tu peux commencer à réserver ton billet d'avion après avoir écouté un planète Hello, et notamment de PM en parlait, hein, celui sur Cotonou. Il y en a eu plusieurs, hein, aussi sur l'Afrique. Donc n'hésite pas à aller les écouter. Bah tiens, on parle de l'Afrique, on va quitter le Bénin, on va élargir la zone. On va revenir sur l'actualité africaine, double actualité africaine, PM, avec d'un côté les éliminatoires pour la Coupe du Monde avec les fameux barrages, et les éliminatoires déjà pour la prochaine CAN, hein, qui aura lieu en 2023 en Côte d'Ivoire, hein, c'est ça.
Ouais, c'est bien ça. J'allais même dire 3 points parce que je vais te rajouter en clôture la petite Antalya Cup qui se joue en C'est Turquie, vrai. qui est le petit bonbon pour finir cette page Afrique. Ouais, là, on est. Bon, on va commencer quand même chaque chose en son temps. On va peut-être commencer par le premier point avec les qualifs pour la Coupe du Monde. Donc là, on est à mi-chemin. Les matchs allés se sont joués ce week-end et les matchs retour se jouent demain soir. Donc bon, l'idée c'est pas non plus de voilà, ça c'est des matchs auxquels vous avez accès. Je crois qu'ils sont diffusés sur la chaîne L'équipe, il me semble. Oui. Donc c'est des sélections que vous connaissez plus ou moins bien, avec majoritairement des joueurs que l'on connaît. Mais bon, l'idée c'est juste un mot sur chaque match. Donc Ghana-Nigeria, ça s'est fini 0-0. Du côté de Kumasi à Accra, en banlieue d'Accra, la capitale du Ghana. Et je vous invite à... C'est Ghana-Nigeria avec la fameuse vidéo des joueurs nigérians qui descendent de l'avion, c'est ça? Exactement. Avec du coup, c'était mon point sur ce match-là. Ah bah tiens. Donc en fait, on a la passerelle de l'avion, enfin la passerelle de l'aéroport, parce que j'imagine que la passerelle appartient à l'aéroport, qui n'est pas à la hauteur de la porte de l'avion. Du coup, vous l'imaginez un petit peu plus bas. Et là, c'est la gymnastique pour tous les joueurs, tous les membres du staff et tous les membres de la délégation pour descendre. Je sais pas, moi j'ai du mal à me rendre compte, mais il y a peut-être 1 mètre ou pas loin d'1 mètre de marche. Facile, hein, il y a quelques joueurs qui s'assoient carrément au niveau de la porte de sortie pour voilà. Ouais, non, voilà, c'est quand même une vraie bonne grosse marche. Alors les Nigérians forcément accusent les Ghanéens d'avoir fait exprès. En guise de petits messages d'accueil, de petits messages de bienvenue. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça a tourné un petit peu au même. Voilà, le Ghana et le Nigeria, c'est les 2 pays anglophones d'Afrique de l'Ouest. C'est les pays peut-être les 2 pays les plus riches de la région, avec la Côte d'Ivoire à côté qui peut tenir la route. Mais voilà, c'est 2 pays vachement développés. Comparé aux autres, c'est 2 pays qui revendiquent le meilleur fried rice, donc le riz au gras. Voilà, il y a le riz au gras ghanéen, le riz au gras nigérien. Donc en fait, voilà, c'est 2 pays qui se chamaillent beaucoup, un peu dans la fraternité malgré tout. Et du coup, c'est même on fait le buzz et puis ça part cet aparté. Voilà, si les Ghanéens gagnent à Abuja, parce que le match se joue dans la capitale du Nigeria, Abuja, ils vont devoir. Donc il y a des photos, on voit un escabeau pour pouvoir accéder à l'avion, des échelles. Enfin voilà, ça c'est parti en vrille à ce niveau-là. C'est très bon enfant. Voilà, pour le 0-0 sur la manche aller. On verra si ce sera toujours sur le sens de l'humour après que l'un des 2 pays sera éliminé. Mais bon, dans tous les cas, cet intermède entre les 2 matchs était bien intéressant grâce à ça. Exactement. Ensuite, on a eu droit à un joli Cameroun-Algérie. Enfin, je dis joli pour la forme, hein, parce que sinon, c'était pas très, très, très jojo. Le match aller oblige. Forcément, les Algériens n'ont pas intérêt à se découvrir. Les Camerounais ont eu du mal à créer quelque chose. Victoire de l'Algérie qui a provoqué la grosse colère de Samuel Eto'o. Les regards noirs, on sent que le mandat donc, de Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, commence donc par une CAN correcte mais à domicile sans victoire. Un licenciement d'un coach juste avant ces matchs de qualification pour mettre Rigobert Song. Et sans vouloir rentrer dans quel coach ou quoi que ce soit, mais c'est juste peut-être le timing de ce changement-là entre une CAN qui s'est jouée il y a quelques mois et ces matchs de qualification importantissimes contre l'Algérie. Avec rien pour préparer c'est-à-dire pour faire connaissance avec le groupe, dans le sens, voilà, commencer à poser quelque chose, rien, aucune prépa entre les deux, quoi. Ouais, bon après, Rigobert Song, il était entraîneur de l'équipe locale, donc il était quand même déjà impliqué, mais c'est vrai que dans l'équipe Fagnon, enfin dans l'équipe chez les Lions Indomptables, il y a énormément de joueurs qui ne sont pas sur le continent. Il y a beaucoup de binationaux. Alors, je veux bien croire que tout le monde connaisse Rigobert Song et que tout le monde ait de l'estime pour l'ancien grand défenseur qu'il était. Mais bon, peut-être que ça ne suffit pas. Et voilà, bon, la colère d'Eto'o peut se justifier par le résultat, mais peut aussi peut-être se justifier par son choix qui a été qui est peut-être en termes de timing un peu compliqué. Ouais. Mali-Tunisie, je dis rien parce que ça c'est la page de Farouk et je veux pas risquer quoi que ce soit. Tu veux pas te fâcher, c'est ça? La Tunisie allait l'emporter du côté de Bamako 1-0.
Voilà, match retour à Rades. Disons que la Tunisie est en ballottage très favorable, l'Algérie aussi, donc on se retrouvera avec 2 équipes maghrébines. Et puis dans le dernier match, Égypte-Sénégal, donc ça a fini j'ai un gros doute, 1-0 pour 1-0, l'Égypte. c'est 1-0 Égypte. Ouais, 1-0 pour l'Égypte et donc le match retour à Dakar, dans le nouveau stade de Dakar, mais malheureusement qui risque d'être comble, qui sera même comble avec une énorme ambiance. Mais voilà, le Sénégal, malgré sa victoire à la dernière CAN contre l'Égypte au tir au but, n'a toujours pas marqué. Dans les duels Mané contre Salah, c'est Salah qui marque et c'est Mané qui le regarde célébrer. Si ça continue comme ça, ce sera un 3e pays nord-africain qui ira à la Coupe du Monde et qui laissera que le Ghana ou le Nigeria comme seul représentant de l'Afrique noire. Bon, ne vendons pas la peau de l'ours. Ouais, parce que ça peut. Ça peut être inversé, mais malgré tout, cette équipe d'Égypte, pour moi, c'est le genre typiquement d'équipe qui sait gérer un résultat et qui sera capable de faire en sorte que le Sénégal ne puisse pas inverser l'ordre des choses. Mais voilà, l'espoir est permis. Je souhaite au Sénégalais d'y arriver, mais ça va être très, très, très compliqué. Ça va être très compliqué. Je vais te couper 2 secondes parce qu'il y a une photo, une question. Elle n'est pas trop tard, la question, Nostromo, t'inquiète pas. On va faire juste une petite parenthèse Bénin, PM, parce que la question est arrivée un peu après. Est-ce que la question, elle est simple, c'est est-ce que le parcours du Bénin à la CAN, notamment 2019, peut expliquer le succès du championnat béninois? Sincèrement, je pense pas. Je pense que le parcours à la CAN a permis de mettre en avant plutôt la sélection béninoise. Le projet de championnat était déjà en place avant ce résultat-là. Je suis pas sûr que les résultats de la sélection ont une emprise sur l'engouement pour le football local. En fait, c'est quand même 2 mondes bien distincts. Et évidemment que ça peut pousser des gens à dire « Ah oui, vous voyez, les Béninois sont forts et tout ça et tout ça ». Mais je pense qu'il y a quand même ce décalage entre la sélection et le football local. Et justement, c'est une très belle transition pour ce qu'on va dire après, parce que en fait, ce décalage, il est parfois… en fait, il ne se voit pas forcément sur les grosses équipes. Là, je vous parlais de Ghana-Nigeria, on parle on parle de joueurs de renom. Et là, on va peut-être passer sur les premiers tours de qualification de la CAN et on va voir qu'on n'est pas du tout sur le même univers, on n'est pas du tout sur le même monde. Et en fait, peut-être que le décalage entre le football local et le football des sélections dans les pays tels que le Bénin, par exemple, est équivalent au décalage qu'il va y avoir entre le Nigeria et peut-être le Tchad, dont je vais vous parler d'ici très très peu de temps. Ouais, écoute, la transition est faite. Vas-y, on peut enchaîner sur les qualifs pour la CAN 2023. Bon, allons-y. Alors en fait, l'idée, donc vous avez noté que les matchs précédents dont je vous ai parlé, donc le Ghana qui jouait à Accra, à Koumassi, le Cameroun qui jouait à Douala, etc. Là, on va passer donc au premier tour de qualification. Donc, premier tour de qualification, ça se joue sur match aller-retour pour pouvoir accéder à la phase de poule de qualification à la CAN. Donc, on retrouve les pays qui sont les plus bas au classement FIFA et donc de la zone CAF. Donc, la liste des pays, c'est pas compliqué. Maurice, Sao Tomé, Swatini. Donc, Eswatini, c'est l'ancien Swaziland. La Somalie, le Sud-Soudan, Djibouti, le Lesotho, les Seychelles, le Tchad et peut-être le pays un peu surprise de cette phase d'éliminatoire, c'est la Gambie, puisque la Gambie était à la dernière CAN. Mais les points acquis lors de la dernière CAN n'étaient pas encore pris en compte et du coup, la Gambie faisait partie des pays au plus faible score, au plus faible classement FIFA et nul doute que pour les prochaines éditions, ils n'auront plus à passer par cette phase de barrage et seront directement en phase de poule. Donc l'idée, c'est là aussi, donc en fait, il y a certains matchs qui se sont joués en phase aller-retour, d'autres qui restent à jouer, notamment un Gambie-Tchad qui va se jouer du côté de Agadir au Maroc. Oui, ouais, Agadir au Maroc. Le match aller s'est joué à Yaoundé au Cameroun. D'où l'intérêt de l'aller-retour. Ouais, effectivement, les délégations ont pris l'avion et tout ça. La Gambie, c'est Afrique de l'Ouest côté Sénégal et d'où le Maroc, relativement proche. Et le Tchad, c'est l'Afrique centrale, plutôt proche voisin du Cameroun. Donc là aussi, on n'est pas parti très très loin, mais quand même, on n'est pas chez soi. Lesotho, Seychelles. Première manche pour les Seychelles, ils jouent à l'île Maurice. Au match retour pour le Lesotho, ça joue en Afrique du Sud.
Sud-Soudan, Djibouti. Djibouti qui reçoit en Égypte, le Sud-Soudan qui reçoit en Ouganda, à Kampala. L'île Maurice qui reçoit chez elle, aller et retour. Et le Swaziland qui reçoit en Tanzanie, ou plutôt, la Somalie qui reçoit en Tanzanie, et les Swatini qui reçoit au retour en Afrique du Sud. Donc voilà, à part l'île Maurice, aucun de ces pays-là n'a joué à domicile, sachant qu'on parle des pays qui ont besoin de se développer. Exactement. Des pays où vous imaginez, donc je viens de parler un peu du championnat du Bénin. Le Bénin, c'est pas non plus un très très grand pays, mais malgré tout, c'est quand même un pays de football où la sélection, j'ose plus trop dire les écureuils parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais le Bénin est en train d'essayer de changer de nom de sa sélection parce que l'écureuil ne fait pas assez peur parmi les lions, les panthères et tous ces fauves-là. Et du coup, ils voudraient les appeler les ratels. Et du coup, j'ai encore du mal parce que c'est pas officiel. Donc, je suis d'un côté, les écureuils, j'ose plus trop vraiment le dire. Enfin bref, parenthèse refermée. Donc les écureuils qui ont participé à la CAN, voilà, ont une sélection qui quand même est un peu reconnue, correcte, avec des sélectionneurs du type Michel Dufillet qui ont entraîné la Côte d'Ivoire, etc. Donc voilà, qui sont dans le game, quoi, on pourrait le dire. Et à côté de ça, donc malgré tout, le championnat local est ce qu'il est, mais il est en développement, mais il est ce qu'il est, il se professionnalise à peine. Donc vous imaginez bien que le championnat du Tchad, de la Gambie, du Lesotho, de Djibouti, du Sud-Soudan, ça ne doit pas être Jojo. Je mets les Swatini et le Swaziland un peu à part parce qu'ils ont quand même des équipes qui ont participé à la Ligue des Champions. Dernièrement, on en parlait même sur Lucarno Posa à l'époque avec les Mbabane Swallows, etc. Donc voilà. L'idée, c'est de dire que comment se fait-il que ces équipes-là, dont le seul match dans l'année probablement, parce que outre le tour de barrage pour se qualifier à la CAN et le tour de barrage pour se qualifier à la Coupe du Monde, qu'est-ce qui va leur rester à ces équipes-là? Pas grand-chose, et on ne joue pas chez soi. Alors, certains ont des motifs... par exemple, le Tchad a son stade, le stade Idriss Mamatouya, qui est le stade national du Tchad, qui est en réfection. Ils refont la pelouse. Ils refont la pelouse synthétique. Ils refont la pelouse quand même. Bon, ils n'ont pas pu trouver un autre lieu au Tchad pour pouvoir le jouer. Enfin, moi, je trouve ça fou de se priver de son public, en fait. Je veux bien qu'il y ait des histoires d'homologation de la FIFA, mais on est sur des premiers tours entre des équipes. Enfin, le Sud-Soudan... Non, et puis dans l'absolu, si tu veux, dans ces cas-là, si tu délocalises tous les matchs, bon, on va passer sur Maurice qui reçoit à l'aller et au retour. Ça, c'est juste une merveille. Ça, ils vont se déplacer chez eux. Ça, c'est quand même exceptionnel. Mais indépendamment de ça, si tu considères que les pays, parce que je ne sais pas, je sais pas qui prend la décision, probablement la CAF, pardon, qui prend la décision finale pour poser les matchs, puisque tous sont délocalisés. Dans ces cas-là, tu fais comme ailleurs quand c'est délocalisé. Tu joues sur un match sec. Ça sert à rien de faire des matchs aller-retour. Bah ouais, non, mais c'est clair. C'est pour ça que c'est la logique. Après, c'est pour ça que je pense que chaque pays a des situations un peu différentes. Par exemple, le Tchad, c'est le stade qui est en travaux, mais de ne pas pouvoir trouver une alternative au Tchad dans un stade plus petit, ils ont d'autres stades. Alors, c'est sûr qu'en termes d'homologation, Ouais, ça doit être on ça. doit être un peu juste, mais on est là sur un premier tour de barrage. Donc, je suis allé regarder les images du stade de l'île Maurice. C'est un petit stade champêtre, quoi. Peut-être qu'il y a des vestiaires comme il faut et tout ça, mais voilà, moi ça me surprend. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ça ne permet pas de développer le football. Non. Parce que le Tchad, moi je suis bien le Tchad, donc j'ai bien suivi la préparation du match et tout ça. Tout le monde voulait voir les South qualifier à la CAN. Ils y croient, ils en rêvent, ils se doutent que c'est possible. Quand le tirage au sort a donné la Gambie était en train de jouer la CAN. Tu te dis, bon, ça va être chaud quand même. Bah Mais oui. malgré tout, les gens, ils y croyaient, ils se disaient, il n'y a pas de raison, on peut y arriver. Et tu joues même pas chez toi. Ils ont eu la chance d'avoir les matchs qui sont passés à la télé, donc au moins ça a pu être suivi, mais ça s'est joué encore sur des détails, enfin ça s'est joué vraiment au dernier moment, quoi, l'accord pour que le match soit visible, sinon ils n'auraient même pas pu suivre le match. Et finalement, c'est les seuls moments où l'équipe nationale peut jouer, et on les prive de ça. Donc comment vous voulez développer le football sans l'équipe nationale, le football local sans équipe nationale, c'est impossible. Ouais, c'est clair. Déjà qu'avec une équipe nationale qui brille un peu, c'est difficile. Alors sans équipe nationale, c'est se tirer une balle dans le pied. Et en fait, c'est d'une déception. Au début, je pensais que c'était le Tchad. Et puis après, quand j'ai vu que tous les autres matchs se jouent aussi dans ces conditions-là,
Enfin, c'est ridicule, sachant qu'on parle là des pays les plus faibles au classement Oui, ceux qui de ont la le FIFA. plus besoin, Ceux ceux qui qui ont ont le le plus plus besoin. besoin de se développer et de leur sélection comme vitrine pour développer leur Exactement. football. Exactement. Donc en fait, c'est un tour pour rien. C'est une élimination pour peut-être c'est une élimination pour la Somalie, c'est une élimination pour Djibouti, c'est une élimination pour les Seychelles, c'est une élimination pour l'île Maurice, encore que voilà, cas à part l'île Maurice, c'est une élimination peut-être pour le Tchad et au final, ça aura servi à rien. Ils Oui, n'auront plus de match pendant un an c'est avant ça. d'attendre les prochains tours de qualification à la Coupe du Monde et encore de nouveau des tours préliminaires. Donc c'est finalement c'est un cercle infernal dans lequel ces sélections sont rentrées et elles auront énormément de mal à s'en sortir, quoi. Et voilà, c'est un peu dommage. Et l'idée, c'est que derrière ça, les équipes qui sont un petit peu au niveau au-dessus, qui ont très peu de matchs amicaux, encore moins, qui ont déjà très peu de matchs amicaux, et ben là, il y a un super truc qui nous a été pondu. C'est la Antalya Cup. Donc, c'est une coupe qui se joue en Turquie. Je vous donne la liste des participants. Congo-Brazzaville, Zambie, Togo, Sierra Leone, Malawi, Bénin et Libéria. Voilà. En Turquie, Cherchez une donc. équipe en Turquie, hein, à Antalya. Donc, cherchez-moi une équipe dans notre continent. Quel est l'intérêt d'aller faire jouer ces matchs-là en Turquie, sachant que ces équipes-là n'ont déjà pas de match amicaux chez eux. Donc, ça veut dire que quand vous voyez votre sélection jouer, c'est un match avec énormément d'enjeux en phase de poule ou match aller-retour pour une élimination. Donc, les CAN se jouent rarement à domicile pour ces pays-là. Donc, en fait, c'est des pays qu'on prive de football. C'est ça. Je comprends pas. Et ce tournoi s'est fait en catégorie senior et catégorie U23. Alors, j'imagine que derrière, c'est intéressant d'aller en Turquie parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en Europe, etc. Je veux bien trouver des arguments pour les infrastructures, machin, pour pouvoir accueillir 8 équipes. Mais si vous allez jouer ça là-bas, quand est-ce que les pays africains pourront se doter des infrastructures pour pouvoir recevoir et pour pouvoir créer ce genre d'événement? Il y a en Guinée le président Souaré du Horoya qui a construit un centre d'entraînement, qui a un stade et tout ça. Pourquoi ne pas essayer d'aller jouer là? Alors, je ne dis pas, c'est compliqué de pouvoir peut-être prendre 8 équipes, mais quitte à faire au tout-puissant Mazembe, à Lubumbashi, en RDC, on pourrait mettre 4 et 4, quoi. On pourrait essayer de faire quelque chose, mais voilà, c'est des tournois qui sont pondus par des agents, parce que même les matchs amicaux sont pondus par des agents maintenant. Il n'y a plus de... Il y a plus de matchs amicaux, en fait. J'ai regardé parce que c'est vrai qu'en 2011, on avait eu droit je parle sous le contrôle de Marcelin, en novembre 2011, d'un match de la Seleção qui est venu jouer au Gabon pour l'inauguration du stade de Libreville. Après ça, il y avait le Portugal qui était venu jouer. Alors, ça s'était joué avec des sommes faramineuses qui avaient été alignées par l'État du Gabon pour pouvoir faire venir ces sélections-là. Mais c'est des matchs comme ça qu'il nous faut, en fait. C'est des matchs comme ça qui vont développer le football. C'est des matchs comme ça qui sont des vitrines. Ouais, mais Et ça, quand mais ça, typiquement, c'est des matchs que tu ne peux plus avoir. Par exemple, alors c'est un autre débat, hein, faudra qu'on le pose un de ces quatre, mais tu peux plus l'avoir avec les Européens, avec la création de la Nations League, qui a enlevé tous les matchs amicaux des sélections nationales européennes, qui ne font plus de matchs amicaux, quasiment plus. Hein. Là, il y a eu il y a une petite fenêtre, là, mais voilà, c'est très rare. Et d'ailleurs, la France joue l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Exactement. Elle aurait pu aller là-bas. Elle aurait pu aller en Côte d'Ivoire ou elle aurait pu aller. Le Sénégal inaugure un stade magnifique. Tu vas faire un match amical contre le Sénégal. Alors voilà, ça colle pas. Le Sénégal joue un truc. Bon, bref. On est d'accord. Il y a des possibilités à aller chercher des événements, de créer l'événement en fait autour de matchs de foot. Je crois que pour le Brésil, ça s'était très bien passé. Il y avait peut-être pas tout le monde qui y avait été, mais ça avait été quand même un succès. Et en fait, c'est ces matchs-là qui développent le football local. C'est ces matchs-là qui créent l'engouement. C'est ces matchs-là qui créent la fierté. Là, il y a le Burkina aussi qui joue un match amical contre le Kosovo. Voilà. Quand même, il y a la possibilité de voyager dans les deux sens. Alors, je veux bien que, d'un point de vue logistique, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Africains qui jouent en Europe. Mais quand même, on parle de football des nations. Les nations, c'est partout. Si déjà qu'il n'y a pas de match pour les petites nations, les moyennes nations, elles vont jouer en Turquie. Les grandes nations, elles se battent entre eux pour aller à la Coupe du Monde. Il ne reste rien pour développer notre football. Et franchement, c'est hyper triste. Et c'était un peu je me suis servi un petit peu de ces qualifications de premier tour de la CAN pour rebondir sur ça. En fait, c'est un phénomène qui fait que le football africain ne se développera pas. Dans les années 70, le Brésil, je crois, est allé jouer 3 fois en Afrique dans les années 70 ou un truc comme ça, ou avant.
Pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi à un moment on a dit non, c'est plus possible de voyager là, c'est plus possible de faire des matchs amicaux alors qu'on est dans des stades qui sont du coup aux normes de la FIFA, vu qu'on impose des normes élevées qui permettent à des petites nations de ne pas pouvoir jouer chez elles. Et malgré tout, malgré ces stades aux normes, on ne fait pas venir les grandes équipes. C'est dommage. Je trouve ce serait intéressant que le voyage puisse se faire dans l'autre sens, que les équipes d'Asie puissent venir aussi. On n'a pas besoin d'attendre la Coupe du Monde et que uniquement les pays qui soient qualifiés se disent tiens, on va jouer une équipe asiatique, on va faire un match amical ou deux contre une équipe asiatique en préparation. C'est trop tard, quoi. Et puis ça concerne trop peu de pays et toujours les mêmes. Donc finalement, je crois que le Bénin n'a jamais joué contre une sélection européenne. Si on enlève les matchs avec l'URSS et tout ça, quand il y avait ce jeu géopolitique où il fallait avoir de l'influence et où le sport était un vecteur, si on enlève ça, il y a des pays qui n'ont jamais joué une nation européenne dans toute leur histoire, en Ouais, 50 ans d'histoire. Et ça, tu l'as dit, mais tu as parlé du Brésil qui faisait des tournées en Afrique. Marcelin, il a plein de stats sur certains joueurs africains qui ont marqué, brésiliens qui ont marqué des buts en Afrique. Me le lance pas là-dessus parce que il va pouvoir te dire qui a marqué à quelle minute sur quel match. N'est-ce pas, monsieur Chamois? Ouais, il y a eu pas mal de matchs à cette époque. La CBD profitait aussi du Santos de Pelé, qui a été la première équipe brésilienne à aller en Afrique. Et après, il y a eu pas mal, oui, de matchs là-bas avec Joe Avalanche aussi qui profitait pour aller chercher les voix des dirigeants africains pour son élection à la FIFA. Mais c'est vrai que, et ça c'est un débat qu'on pourra poser, ça c'est clair, ça peut très bien être l'objet, un de ces quatre, d'une émission, parce que c'est vrai que on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de matchs amicaux intercontinentaux et dans certains pays, on avait beaucoup, on voit qu'il y a quand même encore, que les matchs amicaux même ont sauté, je le disais, la Nations League en Europe, la CONCACAF a réagi avec sa propre Nations League, qui vient aussi compléter le calendrier, et pour beaucoup de sélections, ça veut dire la grande difficulté de trouver des matchs amicaux. Tu évoques les Africains. Si on doit par exemple parler des Sud-Américains, Venezuela et Bolivie, c'est une galère absolue pour eux pour trouver des amicaux maintenant. Les autres pays, bon, Brésil, ils n'ont pas de problème. De toute façon, voilà. D'ailleurs, et c'est un autre débat, mais c'est assez terrible. Par exemple, pour parler du Brésil, le Brésil vient de battre le Chili 4-0. On est d'accord, Marcelin, c'est son dernier match au Brésil avant la Coupe du Monde. Oui. Moi, on avait parlé aussi dans le dernier podcast. Il y a quasiment plus de matchs amicaux du Brésil au Brésil. Et maintenant, comme Pierre le dit dans le chat avec la Colombie, ils vont surtout jouer en Europe ou aux États-Unis. Voilà, donc ça c'est un autre débat, mais tu vois, voilà, on a un mécanisme, un phénomène général où le football des sélections en fait est enlevé entre guillemets de ces peuples, et au final, en âme sud, partout dans le monde, il reste les campagnes de qualification pour jouer devant son public. Et bien voilà, PM vient de vous montrer qu'en Afrique, pour certaines nations, c'est même plus le cas. Il n'y a même plus le football des nations pour jouer à la maison. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Ouais, en fait, c'est le football des nations est en train de devenir aussi élitiste et les grandes nations, comme le Brésil, c'est devenu des outils marketing. On ne choisit pas son match en fonction de l'intérêt que ça peut avoir. Voilà, parce qu'il n'y a pas que l'argent qui compte, quoi. On parle de la FIFA qui veut développer le football dans le monde et ça ne rentre plus du tout en vigueur. Ce qui compte, et du coup, on se retrouve avec ces équipes d'élite un peu là qui font des tournées, qui font même plus des matchs amicaux, qui vont faire des tournées de gala, des tournées marketing. Et à côté de ça, comme tu dis, il y a des petits pays qui vont plus faire de matchs amicaux. Comment tu veux On va pas faire Bolivie-Tchad. Quel moyen à la fédération bolivienne, quel moyen à la fédération tchadienne pour pouvoir faire un match amical comme ça? C'est pas possible. Du coup, on va se retrouver avec une deuxième, troisième division continentale qui se battra entre eux en Afrique sur terrain neutre. Voilà, si c'est ça le football, Ouais. si c'est ça le football du monde, c'est un peu triste, quoi, parce que au Tchad, on aime beaucoup le football. Vraiment énormément. Les stades sont pleins des heures avant les matchs de sélection. Quand la sélection joue, des heures avant le coup d'envoi, le stade est plein. Ça démontre quand même une ferveur qu'on n'a même pas ici, qu'on n'a même pas chez nous, qu'on a perdu. Je sais pas. C'est quand la dernière fois que l'équipe de France a rempli son stade 3 heures avant le coup d'envoi? Ça paraît impensable, quoi. Ouais. Et pourtant, c'est la réalité là-bas, mais on n'en tient pas compte, on ne le voit pas, on ne le met même pas en avant. La FIFA ne doit même pas le savoir, la CAF ne doit même pas le savoir, ou aussi peut-être
elle le sait au moment où le président de la fédération tchadienne va donner son vote et puis il va lui glisser un mot à l'oreille. J'en sais rien, mais c'est d'une tristesse absolue et de se dire qu'en plus, maintenant, quand tu as des fenêtres de matchs amicaux, tu vas aller jouer sur un autre continent, tu vas faire une mini-CAN sur un autre continent, ça devient complètement aberrant. Surtout qu'on ne parle pas là de pays qui vont faire comme le Brésil où on va des intérêts marketing. Là, il n'y a rien. La Zambie, le Libéria, le Togo, le Bénin, le Malawi, il n'y a aucun Turc qui va aller voir ces matchs-là. Non, mais tu l'as dit, il y a un agent qui doit prendre une bonne commission parce que oui, c'est ça, il y a beaucoup de matchs amicaux qui sont organisés par des intermédiaires, surtout pour ces sélections-là, hein, c'est pas les sélections du haut du pavé, celles qui attirent naturellement les sponsors, le public et tout, mais les sélections juste en dessous, en fait, hein, concrètement, en termes de marketing, d'image, quoi qu'il arrive, c'est pas en termes forcément de niveau ou de football local, c'est juste en termes d'image. Très souvent, les amicaux sont aussi organisés par des intermédiaires et on a parfois des matchs amicaux un peu chelous. C'est valable, par exemple, aussi pour... je parlais de Bolivie et Venezuela, c'est souvent valable pour la Bolivie où c'est souvent des intermédiaires qui prennent une petite com pour organiser des amicaux parfois un peu chelous. C'est malheureux, mais voilà, voilà où on est le football actuellement. Je suis désolé, hein, c'est une news en forme de dossier, mais... Non, mais après, voilà, c'était le point était important à préciser quand même, parce que c'est aussi ça, la réalité du football africain, malheureusement. Et voilà, hein, on fait une page africaine, on n'est pas non plus là pour non plus tout enjoliver ou dresser un portrait un peu... une vision un petit peu trop rose de l'histoire. Voilà, c'est aussi ça, la réalité du football africain, malheureusement. Et voilà. Ouais, ce sera plus gai la semaine prochaine. Ouais, voilà. Elle reviendra au Bénin et on parlera de bien d'autres choses. Bah voilà pour la page africaine. Merci bien, PM. On va poursuivre un petit peu les news. Hein. Tu évoquais justement les éliminatoires, les éliminatoires africains. Il faut que j'articule, sinon ça n'aide pas. On est en pleine fenêtre FIFA, hein, et donc forcément ça a joué partout, sur toutes les zones. On va faire un petit point très rapide sur les différentes zones parce qu'on a différents... c'est quasiment bouclé partout. Hein. Je vous montre là la zone Amérique du Nord, on en reparlera un petit peu tout à l'heure avec le portrait du jour de la semaine. Le Canada est qualifié, c'est la première fois, c'est la deuxième fois de son histoire, la première fois depuis 36 ans, ça va rappeler quelque chose à notre Romain péruvien, 36 ans. Voilà, le Canada est de retour et le Canada a dominé son groupe très largement, l'octagonale finale. Probablement, si vous ne les avez pas vus jouer, c'est probablement l'équipe à avoir joué avant les États-Unis, avant le Mexique, bien loin avant le Mexique d'ailleurs. Ce Mexique-là est très inquiétant, on en reparlera, on fera un petit bilan probablement de tout cela. Je pense qu'on fera ça lundi prochain dans le cadre notamment des tirages de la Coupe du Monde et tout, on vous fera un petit bilan, un petit parcours de la plupart des équipes de la planète Hello. Voilà, donc Canada qualifié, États-Unis, Mexique vont probablement terminer 2e et 3e dans cet ordre-là. Costa Rica va probablement terminer, ouais, exactement, Pierre, tu me lances exactement là comme il faut. L'un des jeux les plus flamboyants du continent. Voilà, bon, le dernier match était plus sympa que les autres, mais voilà, le Costa Rica est passé 4e, va probablement jouer le barrage intercontinental face à un Océanien qui devrait probablement être la Nouvelle-Zélande. J'ai pas regardé si c'était terminé cette histoire. J'avoue, j'ai pas suivi les barrages océaniens. Non, ça finit cette semaine. On avait dit que ça finissait le 30 ou le 31. Bref, voilà, Costa Rica va finir 4e, sauf miracle absolu, dernière journée, on en reparlera tout à l'heure. Le Costa Rica joue les États-Unis. S'ils gagnent par plus de 3 buts d'écart, ils vont doubler les États-Unis. Ils peuvent aussi doubler le Mexique, hein, si le Mexique se rate chez lui face au Salvador. Bref, ça peut être intéressant et on est... oui, on est d'accord, Nostromo. Ça va être une grande question, éviter le parcours de 86. Après, très honnêtement, on en reparlera, mais le Canada n'était pas programmé forcément pour être prêt en 2022. Ils étaient programmés pour 2026 parce qu'ils vont l'accueillir. Ils vont plus vite que prévu. Donc voilà, on va pas s'en plaindre. Voilà, c'est franchement l'équipe la plus excitante à voir. Voilà pour l'Amérique du Nord. En Asie, c'est bouclé aussi. Hein. On connaît... Je vous mets les classements. Les 4 qualifiés, ce sont exactement les 4 que l'on avait en Russie. Donc, le paysage asiatique a vraiment beaucoup évolué ces dernières années. Vous voyez qu'il y a le groupe A. Il y a un groupe A où il y a 2 équipes et le reste. Corée du Sud et Iran se sont baladés. Ça a été un peu plus serré dans le groupe B. Hein. La décision s'est jouée le week-end, la semaine dernière avec le premier match de la session et la victoire du Japon en Australie qui permet au Japon notamment de prendre la première place. L'Arabie Saoudite d'Hervé Renard est également qualifiée. L'Australie, elle, est assurée
de jouer le barrage d'abord contre le troisième du groupe A, un troisième du groupe A qui sera Émirats Arabes Unis ou Irak, on ne sait pas encore. Il y a encore une possibilité pour le Liban, mais alors il faut aller gagner en Iran et que tout le monde se crache. Voilà, hein, on fait la bise à Boris, mais on n'y croit pas trop quand même. Je pense que même lui n'y croit plus. Voilà, il y a aussi les éliminatoires sud-américains. Vous les avez probablement suivis avec nous sur Hello. Je vous mets le classement. On a les 4 qualifiés. Brésil, Argentine, Équateur, Uruguay, et tout va se jouer mardi. On en reparlera dans les rendez-vous tout à l'heure. Entre 3 équipes qui peuvent encore espérer se qualifier pour la place de barragiste. Le barragiste qui affrontera le vainqueur du barrage Australie contre Australie, Émirats Arabes Unis ou Australie-Irak. Et ça va se jouer donc entre le Pérou, la Colombie et le Chili. Et comme j'évoque le Pérou, on est obligé de passer par là. On en profite, Jérôme n'est pas là. Romain n'est pas là, donc il va pouvoir... on va pouvoir le dire calmement. Le Pérou qui s'est toujours pas remis de la défaite en Uruguay et qui ne s'est toujours pas surtout remis de la façon de la dernière occasion du match, hein, ce centre-tir de Miguel Trauco, qui n'a pas été vraiment capté par Rochette. Enfin, il a été capté, mais pas de manière très très naturelle. Et on va le rappeler, en Amérique du Sud, il n'y a pas de goal line technologie, il y a juste la vidéo. Le VAR a donné sa réponse, il n'y a pas but. A donné une réponse très rapide, trop rapide, on juge les Péruviens, et les Péruviens, ils se sont même amusés à utiliser un logiciel de modélisation 3D qui s'appelle Blender. Ils ont repris l'image, voilà, c'est la vidéo que je vous mets. Ils ont repris l'image, ils ont remis tous les paramètres, et ils se sont amusés eux-mêmes à faire leur goal line technologie. Et puis vous allez voir, ça va apparaître tranquillement dans un instant sur la vidéo. Eh bien, tout simplement, nos chers amis péruviens, ils estiment, d'après leur goal line technologie un petit peu artisanale à eux, que vous allez le voir dans 30 secondes, même pas, dans 3 secondes, avec la modélisation du ballon, hop, on va revenir et on va pouvoir tourner et vous allez voir qu'il y a but. Pour eux, il y avait but. Et donc, on peut en rigoler. Ils montrent tous les angles. Pour eux, il y a but. Le ballon avait franchi complètement la ligne. On peut rigoler de cette histoire, sauf que le Pérou ne rigole pas du tout. La fédération péruvienne a porté officiellement plainte auprès de la FIFA, justement, contre Anderson Daronco. Alors, il vaut mieux porter plainte sur papier devant Anderson Daronco. Hein. On est d'accord, hein, Marcelin? Il ne faut pas se plaindre trop face à lui. Hein. Il est assez impressionnant, ouais. Si vous ne le connaissez pas, cherchez sur Google une petite image d'Anderson Daronco, vous verrez qu'il a des bras, c'est nos jambes. Hein. Il faut dire les choses. Il est un peu impressionnant physiquement, ce qui peut expliquer pourquoi les Péruviens se sont pas trop plaints vertement pendant le match. Enfin bref, voilà, on en rigole. Bon, au final, on sait très bien que cette plainte-là ne va rien donner, parce qu'on voit mal la FIFA dire « Ah ben on va rejouer le match » ou je sais pas, même pas ce qu'ils peuvent dire. On était dans les arrêts de jeu. On sait très... Ouais, c'est celui qui fait du bodybuilding, Pierre, exactement. Voilà, ça va rien donner. On imagine très bien que si le Pérou arrache le barrage, ça va calmer les esprits. Et s'il se qualifie pour la Coupe du Monde, eh ben, on restera à jouer avec notre petite animation et puis on n'ira pas plus loin. On en restera là, ça n'ira pas plus loin. Mais bon, voilà. C'est la petite polémique. Une soirée d'éliminatoire sud-américain sans polémique, c'en est pas une, hein, il faut dire les choses. donc voilà, on va partir sur du plus léger, enfin du plus joyeux surtout, hein. Même si là ça va, on a bien rigolé là-dessus. Marcelin, on va aller au Brésil avec toi pour évoquer l'entrée de plusieurs joueurs. Alors j'espère que je vais... Bon, il n'y a pas forcément besoin d'accent de fou. Casalda da Fama du Maracana, tu vas nous expliquer ce que c'est et qui sont les joueurs qui viennent d'y entrer. Ah oui, donc ça se trouve au Maracana, ça a été créé en 2000 donc pour les 50 ans du Maracana. Et en fait, c'est les grands joueurs de l'histoire qui laissent l'empreinte de leurs pieds et qui ensuite exposés au Maracana. Donc il y a plusieurs joueurs qui ont fait leur entrée au Calçada da Fama. Donc il y a Thiago Silva qui, en marge du match contre le Chili au Maracana, est devenu le 106e joueur de l'histoire à avoir ses empreintes au Calçada. Il y a eu Nunes aussi, buteur historique de Flamengo, qui marque notamment en finale du Brasileirão 1980 et du Mondial 1981. En même temps que Gabigol, qui est actuellement le meilleur buteur du Novo Maracana, donc depuis la réforme de 2013. Et puis ensuite, il y a 2 Vascaínos qui vont faire leur entrée aussi prochainement. Pedrinho, on en parle dans le dernier magazine sur la saison 2000 du Vasco. Et puis Néné, donc c'était un choix qui était un petit peu critiqué, puisque il a des stats honnêtes, que ce soit avec Vasco, il a 51 buts en 155 matchs, et aussi avec Fluminense, qu'il a fait entre ses 2 passages au Vasco,
où il met 28 buts en 116 matchs, mais il remporte un seul championnat Carioca, donc on est assez loin de la centaine de joueurs qui a déjà eu ses empreintes. C'est vrai qu'il en a fait un petit peu moins que certains autres joueurs, mais il va avoir quand même ses empreintes. Et ce sont les premiers joueurs à recevoir cet hommage depuis Lionel Messi, qui est l'un des 7 étrangers à avoir ses empreintes aussi au Calçada. C'était en 2019, puisque cette année-là, ils ont retrouvé, en fait, ils avaient perdu les empreintes lors des travaux pour le Maracana. C'était assez dramatique quand même, parce qu'il y avait par exemple les empreintes de Socrates qui étaient perdues, et on ne savait pas du tout où c'était, on ne savait pas si on allait pouvoir les retrouver. Et finalement, ils ont retrouvé dans une salle du Maracasinho, donc le gymnase à côté, 73 empreintes. Et donc, ils recommencent un petit peu à nommer des joueurs pour faire partie de... Un petit peu, il y a le Hall of Fame de NBA, voilà, c'est la même chose. Mais ouais, là, ça fait très Hollywood Boulevard, là. Oui, aussi Hollywood Boulevard aussi, mais j'aime bien quand même cette tradition. Ouais. C'est vrai que c'est sympa d'avoir l'empreinte de ses pieds pour les joueurs ou des mains pour les gardiens. Il y a Julio César aussi qui a fait son entrée en 2018. Et ben voilà, donc si vous y allez un de ces quatre, vous croiserez maintenant notamment les empreintes de Néné à côté de Messi. Bon, on tirera les conclusions qu'on veut sans le choix des joueurs. Bon, je suis pas un grand fan de Néné, hein, pour dire les choses clairement. Je sais pas toi, Marcelin, mais bon, personnellement, voilà. Moi, j'aime bien quand même. Et après, bon, là, il a 40 ans, il joue encore, et il joue encore à un bon niveau. Et c'est vrai qu'il a quand même marqué l'histoire du foot carioca sur les dernières années. Mais oui, je trouve que la carrière, elle est un petit peu juste quand même pour être à côté, même s'il n'y a pas que des Pelé et Garrincha. Mais je trouve que c'est un peu juste pour qu'il soit là. Mais en plus, on sent un petit peu comme ils font deux flamenguistas avec Nunes et Gabigol, où là, je trouve l'hommage plus justifié. Ils se sont dit, on va mettre De Vascaïno aussi pour fâcher personne. Faut pas se fâcher. Ça n'a pas fonctionné. Important de ne pas se fâcher. On va en parler tout à l'heure avec les gros matchs de Rio, les gros matchs du championnat Carioca. On va terminer la partie news. Je ne vais pas répondre à ta provocation, monsieur Pierre Gerbeau, dans le chat. On n'y répond pas, Marcelin. On va terminer la partie news par une autre bonne nouvelle, hein. Elle vient du Chili, celle-ci, et c'est surtout celle d'un long combat qui commence enfin à porter ses fruits, puisque un projet de loi vient d'être adopté au Chili, vous le voyez à l'image. Un projet de loi qui a été approuvé pour 143 voix pour, aucune contre, hein. Donc voilà, pour que sur un cycle de 3 ans, d'ici 3 saisons, l'ensemble des joueuses, et là on parle des joueuses, du championnat chilien soit enfin professionnel, est un contrat professionnel. C'est un pas hyper important, hein, parce qu'il y a eu des premiers contrats pro qui avaient été signés dans la foulée de la Coupe du Monde 2019 à laquelle le Chili a participé et qui s'était déroulée en France. Aujourd'hui, ça avait été notamment du côté du Santiago Morning. Aujourd'hui, il n'y a que 7 clubs qui comptent des joueuses professionnelles. Je vais vous les citer: Colo Colo, Laú, Fernandez Vial, Palestino, Puerto Montt, La Católica et donc Santiago Morning. Et encore, dans ces 7 clubs, toutes les joueuses ne sont pas professionnelles. Donc vous imaginez quand même que ces joueuses-là disputent un championnat, on va dire donc semi-pro. Les conditions de travail, les conditions de vie, quand vous n'avez pas de contrat, c'est un peu compliqué. Donc cette loi va imposer maintenant que toutes les joueuses, à terme, aient un contrat professionnel. Il n'y a que Colo Colo pour l'instant qui a l'ensemble de ces joueuses qui sont pros. Et donc ça va être progressif. 50% de l'effectif doit être pro cette année, 75% la deuxième année et 100% d'ici 3 ans. C'est un long combat, je le disais, qui était porté notamment par le syndicat des joueuses, hein, l'ANJUF, on avait discuté avec l'une de ses fondatrices, hein, Yona Rothfeld, dans un très très vieux Lucarno Posé Magazine, hein, le numéro 2. Donc ça nous ramène quasiment aux origines du mag. Mais ça montre aussi que le combat avance, et donc je le disais, finit par porter ses fruits. On reparlera peut-être un de ces quatre du football féminin et de la condition du football féminin sur la planète Hello. On avait enregistré un podcast dans le cadre du festival L'Autre Football. On va essayer de récupérer tout cela. On n'a pas encore récupéré les vidéos et tout. Mais voilà, il y avait eu des choses très intéressantes, notamment en Afrique et notamment en Amérique du Sud. Voilà, c'est un pas important. On va suivre comment ça va continuer de se développer, parce qu'on sait qu'il y a des pays où ça avait commencé à se développer
Et voilà, hein, on peut saluer Pierre qui est dans le chat. La Colombie, ça n'a pas forcément. C'est très compliqué, on va dire. Mais on en reparlera, on fera un dossier là-dessus. On va en rester là pour les news de la semaine. Et puis, on va tout simplement se lancer dans le dossier. On va retourner au Brésil avec Marcelin. Et je le disais, Marcelin, avec toi, on va aller au Brésil puisque on va s'intéresser à une tradition, hein, c'est une véritable tradition, les championnats d'État brésiliens qui sont en train de se terminer d'ailleurs. Tiens, tu as Nostromo dans le chat qui te félicite pour ton entrée au musée du foot. La prochaine étape, ça sera les empreintes de Marcelin au Maracana. Je l'annonce. C'est le prochain objectif, il faut dire les choses très clairement. Le prochain objectif, il parlait des empreintes des mains de Julio César. Voilà, il y aura les empreintes des mains de Marcelin Chamois, soit au musée du foot, soit au Maracana, il choisira. Hein. C'est ton prochain objectif. Oui, donc attention, pression. Encore un peu de temps, ouais, je pense. Ouais, non, ça va très vite. Donc je le disais, on va s'intéresser au championnat d'État. C'est justement, on va commencer par le début. Hein. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'histoire de ces championnats qui, il faut le rappeler, et tu vas le rappeler justement, sont les premiers à arriver au pays. Et donc tu vas nous expliquer pour des raisons très particulières, très liées au pays en lui-même. Est-ce que donc tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ces championnats d'État? Oui, ça fait très longtemps, parce que le foot commence en 1894 au Brésil, et le premier championnat de Sao Paulo est organisé en 1902 avec 5 équipes, et ça prend très vite dans le Brésil, parce qu'il y a un championnat Bahia en 1905 et Rio de Janeiro en 1906, et à l'officialisation du professionnalisme, donc en 1933, il y a 20 États du Brésil qui ont déjà leur championnat estadual, puisque le Brésil est un État fédéral et il y a des différences culturelles entre régions et États qui sont très importantes. Et on parle de pays continents, parce qu'il y a par exemple 5 États du Brésil qui sont plus grands en superficie que la France. Et il y a aussi aujourd'hui 17 villes de plus d'1 million d'habitants. Donc on imagine qu'à l'époque, avec les transports, c'est impossible d'avoir un championnat national. Donc le football s'organise dans les États, même s'il y a un championnat national qui va avoir lieu en 1922, mais ce n'est pas un championnat de club, mais un championnat de sélection d'État. Donc, par exemple, la sélection Paulista était représentée par les meilleurs joueurs des différents clubs de Sao Paulo. Ça s'organisait après ou avant, ça dépendait des années, les championnats d'État. Mais c'était un tournoi qui se déroulait seulement sur quelques semaines, et puis avec des phases par région, justement pour limiter les déplacements. Et il y a aussi une différence avec la France, un peu moins qu'en Europe. Mais au Brésil, les grandes villes vont accueillir 2, parfois 3 grands clubs. Même pour Rio, il y en a 4. Donc il y a une très forte rivalité qui va se créer entre ces clubs au fil des éditions depuis plus de 100 ans maintenant. Il y a les grands clubs, mais aussi des plus petits clubs, mais qui arrivent à avoir des équipes compétitives. Donc, il y a une très grande densité de clubs et de joueurs. Par exemple, en 2017, il y avait 62% des Brésiliens de plus de 15 ans qui pratiquaient un sport. Et parmi eux, il y en avait 40% qui pratiquent le football. Donc, il y a un vivier, on en parle souvent avec l'exportation des joueurs, mais il y avait un vivier de joueurs qui est incroyable. À l'époque, je pense que c'était encore plus marqué. Donc, il y avait de quoi faire beaucoup d'équipes et beaucoup de championnats. Ouais, c'est aussi ça, parce que tu dis il y a 3 ou 4 grands clubs dans les métropoles, mais il y a une multitude de clubs autour. Il y a vraiment, là, on le voit, hein, on ne va pas rentrer dans le détail là-dessus, mais il y a plusieurs divisions sur certains championnats d'État, tellement il y a d'équipes, hein, concrètement. De nos jours, il y a le Carioca, il y a quoi, 2 divisions, c'est ça? Au moins 3. Au moins 3. Ouais. Ok, voilà, donc voilà, il y a de quoi faire plusieurs divisions au sein d'un même État, hein, donc ça vous donne l'immensité de la chose. Et justement, Marcelin, ce championnat, ce football des championnats d'État, ça a été véritablement la première étape du développement du football. Tu expliquais un petit peu les rivalités, tu l'expliques d'ailleurs dans Primera Bola, hein, les rivalités entre Sao Paulo et Rio qui permettent aussi de l'émergence du sport. Ça a été aussi ces championnats-là qui sont à l'origine un petit peu de l'émergence d'une idée d'un championnat national. Ils arrivent avant et ils ont germé, et au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, on peut aller à l'étape supérieure.
Oui, au début, le football brésilien, c'est vraiment les clubs de Rio et São Paulo, c'est presque deux pays euh, différents. Et c'est vraiment eux qui dominent, qui fournissent les joueurs à la Seleção. Ça va jusqu'en 66 où il y a le succès de Cruzeiro en Taça Brasil, je vais revenir juste après, qui, voilà, qui brise un peu cette hégémonie, mais sur les 60 premières années, c'est vraiment Rio et São Paulo. Et d'ailleurs, les grands joueurs des autres États vont rejoindre les clubs Carioca ou Paulista. Par exemple, lors du championnat sud-américain 45, j'en avais parlé dans le 7e magazine, il y avait un quintet offensif pour la Seleção. Il y avait 2 Carioca, un Mineiro, un Gaúcho, Mineiro donc Minas Gerais, un Gaúcho Rio Grande do Sul et un Pernambucano. Et ils jouaient tous, enfin, il y avait 4 joueurs qui jouaient à Rio. Le seul, c'était Tesourinha qui joue encore à l'International, mais il rejoint aussi Vasco, donc un autre club carioca, en 1949. Donc, les grands joueurs brésiliens jouaient à Rio, Sao Paulo, même si ce n'était pas originaire de cet État. Et le reste existe quasiment pas. D'ailleurs, ces clubs des deux États vont disputer chacun le championnat Paulista et Carioca, mais vont se retrouver aussi à partir de 1950 lors d'un tournoi Rio-Sao Paulo. Donc, c'était un tournoi qui jouait sur 2 mois avec 10 clubs. Donc, on voit qu'il n'y a pas que les 4 clubs historiques. Il y avait 2 clubs qui pouvaient se mêler. C'était souvent Portuguesa pour Sao Paulo et soit América, soit Bangu pour Rio. Mais il y a 20 clubs qui vont participer au total à ce tournoi, qui va être ensuite élargi progressivement à d'autres États, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, après d'autres États aussi du Nord-Est. Et donc, ça va être renommé le tournoi Roberto Gomes Pedrosa, donc, qui est l'un des ancêtres du Brasileirão. L'autre ancêtre, c'est la Taça Brasil, qui a été créée en 1959 et qui reprend le principe du championnat des sélections dont on a parlé, qui commence en 1922, c'est-à-dire un format court. Il y a d'abord des phases régionales, ensuite interrégionales, et les clubs de Sao Paulo et Rio de Janeiro font leur entrée souvent à partir des demi-finales. Ouais, voilà, et on va en profiter avant d'enchaîner. Question de Pierre, est-ce qu'il y a un championnat d'État en Amazonie? Oui, maintenant il y a 27 États, il y a chaque État a son championnat à lui. Et donc, tu l'évoques, donc on l'a dit, ces championnats plantent une graine, permettent le développement du foot dans chacun des États, justement. Font naître aussi des rivalités inter-États, le tournoi Rio-Sao Paulo. Et si vous lisez le livre, vous allez voir que la rivalité Sao Paulo-Rio, elle y est depuis le début. Hein. Ouais, si, depuis le début, parce qu'ils arrivent à quelques années près. Hein, donc voilà, je vous invite à le découvrir dans Primera Bola. Justement, ce qu'il faut dire aussi, parce que c'est quelque chose que l'on entend de temps en temps, c'est que ce ne sont pas des petits tournois amicaux qu'on joue entre petites équipes de l'État, quoi. Hein. Tu joues pas contre, on va reprendre les termes qu'on entend de temps en temps, tu joues pas le boulanger du coin. Ça, c'est pour ceux qui, notamment, dénigrent certaines performances dans les années 60. Ces championnats-là sont ce qu'ils, notamment dans les années 60, sont ce qu'il se fait de mieux au Brésil. Oui, on peut pas en fait comparer, parce que j'ai l'impression les gens pensent championnat régional, donc c'est comme si on avait le championnat d'Auvergne ouais, chez nous. C'est ça, c'est comme s'ils parlaient de la R1, quoi, qui est la Et 6e oui, division chez nous. Mais c'est pas de la 6e division. c'est pas du tout le cas, parce qu'on l'a dit, il y a 2 raisons. C'est un territoire très vaste et le football qui est concentré sur 2 États. Et si on prend, pour parler du coup de Pelé, parce que c'est avec Pelé que cette critique revient, le championnat Paulista dans les années 60, il y a 20 clubs et il y a 38 journées. Donc c'est un format aller-retour qu'on connaît dans les grands championnats aujourd'hui. D'ailleurs, avec Garrincha, la Coupe du Monde 58, quand on lui explique que le match contre la Suède, c'est le dernier match, il dit c'est quoi ce tournoi, championnat Carioca, c'est mieux, parce qu'il y a au moins il y a une phase retour. Donc, en tout cas, la formule était vraiment celle qu'on connaît aujourd'hui. Et il y avait aussi des grandes équipes. Parce qu'il y avait, pour le championnat Paulista, évidemment le Santos de Pelé, mais il y avait aussi l'Academia de Palmeiras qui marque l'histoire, avec d'ailleurs des joueurs, par exemple Zequinha et Vava qui venaient de Recife, Chinesinho qui était Gaucho, Djalma Santos un Mineiro. Donc on retrouve encore une fois des joueurs hors de l'état de São Paulo qui vont jouer dans le championnat. Et puis au-delà de ces 2 équipes, il y avait aussi le Corinthians, Sao Paulo qui sont un peu retrait, mais parce qu'il y a 2 équipes de monstres en même temps, mais c'est évidemment des grands clubs. Et puis il y a d'autres clubs traditionnels, Portuguesa, São Bento, Ferroviaria aussi. Et puis c'est pas seulement la ville de São Paulo, il y a aussi des clubs d'autres villes.
Là aussi, on retrouve deux clubs et donc cette notion de rivalité. Par exemple, à Campinas, il y a Guarani et Ponte Preta. Et puis à Ribeirão Preto, il y a Botafogo et Comercial, où c'est aussi des classicos de l'intérieur. Mais du coup, avec toutes ces équipes, pour moi, oui, le championnat paulista à cette époque, c'est l'un des meilleurs du monde, en fait, même si c'est juste un championnat régional. Le niveau, c'est l'un, et je pense même le meilleur, même si bon, c'est compliqué de comparer les différents championnats, mais je pense pas qu'ils sont inférieurs au championnat espagnol, italien, et c'est supérieur aussi au championnat Carioca de l'époque. Mais en plus, c'est l'âge d'or du foot brésilien qui remporte 3 Coupes du Monde sur cette période. Tous les joueurs brésiliens qui vont jouer en Europe à cette époque, qui ne sont pas forcément les meilleurs, parce que ça signifiait renoncer à la sélection, vont s'imposer en Europe, vont faire des grandes performances. Donc, je pense pour moi, c'était le meilleur championnat du monde à cette époque. Ouais, sur cette époque-là, et c'est indéniable, tu l'as dit, c'est l'âge d'or du football brésilien à l'échelle mondiale avec la Seleção avec que des joueurs qui jouent dans les championnats d'État. Question de Nostromo, est-ce que les estaduais peuvent servir de tremplin en vue du Brasileirão et de la Copa Libertadores, ou est-ce qu'ils sont une compétition à part entière? Aujourd'hui, oui, c'est plus une pré-saison. On va en reparler un petit peu à Ouais. la fin, mais on va en reparler. Ça peut être les deux. On va expliquer un petit peu. On va essayer d'expliquer, mais après, voilà. ouais. Reste avec nous, tu vas avoir la réponse un petit peu plus tard. On va juste évoquer entre-temps, tu évoquais l'âge d'or, justement des années 60, l'âge d'or du football brésilien. Et c'est aussi cela qu'il faut dire. Et c'est pour ça qu'on continue d'expliquer à quel point ces championnats d'État ne sont pas un gadget, ne sont pas une vieille tradition. Voilà, ils sont véritablement ancrés dans le développement et dans l'histoire du football brésilien. Ils sont toujours hyper populaires. Et même alors que le championnat va commencer à arriver au début des années 70, ces championnats d'État restent hyper populaires, continuent de masser les foules dans les stades. Oui, on parlait de l'Axe Rio-São Paulo dans la première partie du XXe siècle. À partir des années 70, ça va se développer ailleurs qu'au Brésil, mais dans les championnats d'État, donc il y a Gaucho et Mineiro évidemment, avec des clubs comme Cruzeiro et l'Internacional qui vont porter ce championnat, mais dans d'autres parties du Brésil, il y a Pernambuco, Bahia, Santa Catarina, Paraná, qui se développent aussi, et ces championnats sont vraiment très, très suivis. À cette époque-là, par exemple, pour les affluences au Maracana, sur les 20 meilleures affluences du championnat Carioca, il y en a 12 qui ont lieu entre 68 et 79. Donc c'est aussi c'est un vrai moment, le match du dimanche du championnat d'État. Le record a lieu un peu avant, c'est en 63 avec le Fla-Flou qui était décisif. Et il y a 194 603 spectateurs, donc on est quasiment sur le record de 50 et forcément le stade est plein à craquer. D'ailleurs, il me semble que sur ce match-là, il y avait encore plus de personnes, parce qu'il y en a qui avaient pu rentrer sur 100 billets, mais il y a des histoires de personnes qui étaient là et qui, en fait, qui n'ont pas pu voir le match parce qu'ils étaient dans la tribune du Maracana, mais ouais. dehors, en fait. Ils ne ouais. pouvaient pas rentrer pour voir le match. Donc oui, c'est une institution et ces stades vont servir aussi à renforcer ce prestige. Il y a eu à Sao Paulo le Pacaembu en 40, ensuite le Morumbi en 65, et pareil pour Rio, le Maracana. Avant, il y avait le São Januário aussi qui a pu accueillir d'autres matchs du Vasco pour avoir 40, 50 000 personnes. Et si on reprend dans ces années 70, là, je pense que le championnat Carioca est peut-être plus fort que le Paulista, parce qu'il y a le Botafogo de Zagallo, il y a la Máquina Fluminense, et puis il y a Flamengo et Vasco avec deux joueurs vedettes qui commencent leur carrière, Zico au Flamengo et Roberto Zinaric au Vasco. Donc, les 4 équipes, pour moi, c'est les meilleures équipes du monde, enfin, elles font partie des meilleures équipes du monde. On peut le voir aussi dans les tournois ou les tournées entre clubs face à des clubs européens où il y a des très bons résultats. Et donc, ce championnat Carioca va rester plus prestigieux que le Brasileirão qui est créé en 71. Surtout parce que c'est un championnat naissant et qui est encore assez mal organisé. Il y a énormément d'équipes. On est monté, je crois, à 90 dans la période de la dictature, 94. Il y a beaucoup de phases du coup dans le championnat et des matchs contre des équipes qui sont inconnues donc dans plusieurs régions du Brésil. Mais un gros club, par exemple, au début, il a affronté que des petites équipes. Donc, il n'y avait pas trop d'intérêt pour les clubs et les spectateurs.
Et on le voit dans les affluences historiques des stades dont j'ai parlé. Si on prend les 10 plus grandes affluences du Morumbi, donc à chaque fois plus de 110 000 spectateurs, il y a 2 matchs de la CSA et 8 matchs du championnat paulista, et il n'y en a aucun donc du Brasileirão. Et pareil pour le Maracanã, là, j'avais les chiffres des 20 plus grandes affluences, à chaque fois plus de 150 000 spectateurs. Il y a, c'est dingue. Le Maracanã de cette époque. Il y a 5 matchs de la CSA, il y a le Botafogo Fluminense du championnat Carioca 71 et 14 matchs de Flamengo. Donc parmi ces 14, il y en a 12 du championnat Carioca, donc face aux rivaux habituels. Et les 2 matchs du Brasileirão, à chaque fois, c'est la finale en 80 et 83. Donc on voit, il faut que ça soit une finale du Brasileirão pour dépasser les affluences du Carioca. Et même la finale du Brasileirão 82, même s'il y a, je crois, 138 000 spectateurs, c'est pas suffisant pour intégrer le top 20 qui est vraiment réservé au championnat Carioca. Ouais, donc on le voit, ce sont des institutions, hein, ces championnats-là, clairement. Et pourtant, voilà, tu le dis, le Brasileirão arrive en 71, début des années 70, se développe petit à petit. À partir de quel moment, tu le dis, les premières années, après c'est un peu logique, hein, c'est les premières années d'un championnat naissant, on ne sait pas trop où ça va, il y a un peu l'ombre de la dictature, tu as plusieurs papiers, que ça soit sur Hello ou dans les mags justement, qui évoquent ces premiers Brasileirão, qui sont parfois un peu construits bizarrement. Même si après il y en a d'autres qui sont construits tout aussi bizarrement, hein. J'invite les gens à se plonger dans la lecture du Hello Mag 18, ils vont rigoler avec le Vasco, mais parce que ça reste le Brésil quand même. Justement, à partir de quand le Brasileirão commence à venir un petit peu véritablement concurrencer les Estaduais? Ça se fait progressivement, je dirais au début des années 80, avec Flamengo qui marque vraiment le début de cette décennie, remporte 3 fois le Brasileirão et remporte aussi la Copa Libertadores qui historiquement était dépréciée dans les années 70 par les Brésiliens. Il y a Santos de Pelé qui la gagne 2 fois. Et ensuite, il y a beaucoup de violence, il y a des équipes, un premier tour contre des équipes assez faibles des autres pays, donc ça intéressait pas les clubs brésiliens, les scandales d'arbitrage aussi. Ouais, puis c'est donc, surtout que les années 70, tu te prends les Argentins qui truquent tous les matchs, les Estudiantes et Independiente, donc tu n'as plus trop envie de jouer, quoi. Il y a énormément de scandales et du coup, la Libertadores était pas intéressante. Et comme le Brasileirão permettait de se qualifier pour la Libertadores, c'était pas non plus une motivation pour aller jouer cette compétition. Donc à cette époque, je pense que les championnats d'État sont encore plus importants. On avait parlé par exemple dans le deuxième magazine où tu parlais du dossier foot féminin. Il y avait la Rétro 84, donc je parlais de la Democracia Corinthians qui remporte le championnat paulista en 82 et 83. Et d'ailleurs, ce sont des titres qui permettent d'instaurer le mouvement de la Democracia Corinthians. Et je parlais aussi du Fluminense qui réalise le tricampeonato entre 83 et 85. Donc, on voit encore que dans les années 80, je pense que c'est les championnats d'État qui restent supérieurs. Il y a un changement dans les années 90 avec le Sao Paulo de Tele Santana qui va justement réhabiliter cette Libertadores où il y a moins de scandales et puis il y a la possibilité de jouer le mondial que Sao Paulo gagne 2 fois à cette période et c'est aussi une motivation du coup pour aller disputer cette compétition et donc faire des bons résultats dans le Brasileirão qui a désormais 20 ans d'histoire. Donc, il y a des éditions qui vont être marquantes. Forcément, ça prend du temps au fil des éditions. C'est un peu ce qu'on voit aussi avec la Coupe du Brésil aujourd'hui, qui a été créée en 1989 et qui maintenant a de plus en plus d'importance. Maintenant, c'est vraiment une grande compétition. Ce n'était pas forcément le cas même dans les années 2000 ou au début des années 2010, même s'ils ont changé de format. Mais forcément, ça prend du temps. Et en parallèle aussi, il y a un déclin des championnats d'État avec l'arrêt Bosman, puisque c'est difficile pour les grands clubs de Rio ou de São Paulo ou les autres clubs, mais aussi les autres clubs de Rio, par exemple, les clubs moyens, c'est difficile déjà pour les grands. Donc pour les petits clubs, c'est encore plus difficile de lutter. Et donc il y a vraiment un écart qui se crée. Par exemple, à Rio, le dernier hors des 4 grands à avoir remporté le championnat, c'était Bangu en 66. Même une finale, Madureira, c'était en 2006. Donc, il y a vraiment maintenant cet écart et c'est moins intéressant à suivre. Alors qu'à Sao Paulo, le championnat est plus équilibré. Par exemple, depuis
de 2000, il y a 12 finales qui impliquent 2 des 4 grands clubs et 10 avec un club surprise. Il y a par exemple Lituano qui a été champion en 2002 et 2014, ou Sao Caetano en 2004. Donc c'est plus équilibré, même si la Ponte Preta, le dernier petit club entre guillemets, à avoir atteint cette finale, c'était en 2017. Donc depuis, on retrouve les 4 grands. Cette année, les demi-finales, c'est les 4 meilleurs clubs, je ne vais pas dire les 4 plus grands, parce que Santos ne s'est pas qualifié, mais je pense que maintenant, aujourd'hui, l'effectif est en dessous de Bragantino qui était en demi-finale. Donc on retrouve quand même les meilleurs clubs au final. Et puis un dernier point sur cette perte d'intérêt pour les championnats d'État, c'est dans le Nord-Est, puisque en même temps il y a la Copa do Nord-Est, donc qui est disputée par les clubs de 9 États, et là il y a un niveau supérieur parce que il n'y a pas de petits clubs, c'est vraiment les plus gros clubs de la région, et c'est vrai qu'aujourd'hui les championnats d'État, les petits clubs ils tirent en fait ces championnats d'État vers le bas. Et donc, cette Copa do Nord-Est est plus intéressante à suivre que le championnat baiano, par exemple. Ouais, ils ont créé une compétition un peu plus élitiste. Voilà. Ils auraient peut-être pu éventuellement envisager de réduire un petit peu les premières divisions des championnats d'État, mais j'imagine que ça aurait provoqué quelques remous. Pourquoi ça n'a pas été envisagé, ce genre de choses? Pourquoi? Quoi? J'ai pas compris, par exemple, si tu veux refermer l'élite, enfin, tu vois... avoir une vision un peu élitiste. Tu parles de la Copa des Nord-Est qui a été créée un petit peu dans cette vision-là. Pourquoi ne pas refermer, pas refermer, mais réduire le championnat d'État? Tu sais, c'est ce que l'on entend, par exemple, nous en France avec la Ligue 1, on nous dit, si on diminue le nombre de clubs, on améliore, entre guillemets, l'élite en diminuant les petites équipes. Bon, c'est un débat, hein, mais on va pas prendre position là, mais ça pourrait être une voie envisagée, tu vois. On pourrait aussi, par exemple, envisager que les championnats d'État, s'ils sont tirés par le bas par certaines équipes, on les réduise. Est-ce que ce genre de choses-là a été envisagé ou est-ce que c'est juste impensable? Ça a été fait. Après, si tu prends les championnats plus modestes, tu peux avoir 12 équipes, ça me semble le maximum. Tu as des championnats avec 8 équipes aussi, je crois. Donc, il y a déjà des championnats où il y a assez peu d'équipes. Ok. Donc, on le voit, on a cette tradition-là qui est plus que centenaire. Hein, on est remonté au tout début du XXe siècle, sur les toutes premières années du XXe siècle même. Et ça va rejoindre un petit peu la question de Nostromo. Quelle est leur place aujourd'hui à ces championnats d'État? Voilà, qu'est-ce qu'il en reste? À quoi ils servent concrètement? C'était la question, ouais. Et s'il faut donner qu'une seule réponse, je pense qu'aujourd'hui c'est plus une pré-saison. Ça va permettre de lancer les clubs pour les autres compétitions qui sont sur le deuxième semestre, donc que ça soit Brasileirão, Coupe continentale, Coupe du Brésil, bon, même si ça commence maintenant, mais tout commence vraiment après les championnats d'État. Et d'ailleurs, il y a des clubs qui vont faire jouer les jeunes sur le championnat d'État. Il y a l'Atlético Paranaense qui l'avait pas mal fait les dernières années, plutôt avec succès. Donc aujourd'hui, en fait, je dirais que c'est plus une compétition à gagner, mais c'est une compétition à ne pas perdre, puisque si tu te fais éliminer, surtout si c'est contre un petit, forcément les rivaux vont se moquer. Et par contre, si tu gagnes juste ça dépend du club, mais pour un grand club, si tu gagnes seulement le championnat Carioca, par exemple, c'était le cas pour Flamengo l'année dernière, c'est pas ça qui te sauve la saison. Tu peux pas dire oui, mais on a gagné le championnat Carioca, c'était une belle saison. Ça suffit pas. Mais par le poids de l'histoire, en fait, ça a toujours une importance. Et c'est pour ça que ça n'a jamais été évoqué de supprimer ces championnats, même si ça peut, certains joueurs ou supporters peuvent le demander quand il y a un scandale d'arbitrage, par exemple. Mais ça reste dans l'histoire. Il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Je pense à ça. Je l'ai lu hier après le match Botafogo-Fluminense. Mais... il s'est passé quelque chose. mais c'est dans l'histoire du foot brésilien. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de classicos donc, au cours du championnat. Et puis, tu as ce week-end, donc on y arrive le week-end prochain, avec le week-end des finales, où là, tu as beaucoup de classicos, avec un titre quand même en jeu, évidemment, après, tu l'oublies vite au cours de la saison, mais le lendemain, tu es content quand tu as ce titre à fêter. Mais forcément, ça n'a plus rien à voir avec l'époque. Et maintenant, en fait, pour écrire l'histoire, une seule édition, c'est pas suffisant.
je vois deux moyens en fait de rentrer un peu dans l'histoire. C'est soit en remportant le titre en étant invaincu, soit en enchaînant les titres. Par exemple, Flamengo a gagné les 3 derniers championnats Carioca, donc peut réaliser le Tetracampeonato, ce qui n'a jamais été fait dans son histoire. Donc il y a un intérêt pour Flamengo d'aller chercher ce titre. Et donc c'est comme ça qu'on peut marquer l'histoire. D'ailleurs, pour le championnat paulista, les dernières éditions marquantes, c'est en 2009 le Corinthians de Ronaldo qui remporte le championnat en étant invaincu. Et juste après, il y a le Santos de Neymar qui remporte le tricampeonato, donc 3 éditions de suite. Mais si tu veux juste remporter un titre, c'est plus suffisant pour vraiment entrer dans l'histoire. Ouais, et ben écoute, voilà. Je m'étais dit, tiens, tu sais, dans notre préparation, je t'ai dit, est-ce qu'on fait un petit point maintenant? Comment on va peut-être évoquer quelques championnats d'État? Je spoil un peu, mais dans les, dans les rendez-vous de la semaine, est-ce qu'on ferait pas peut-être le point justement sur les grands à ce moment-là? Je peux en parler Ou sinon, tu peux y aller. rapidement. Et puis Voilà, après, on juste peut faire un revenir point sur, sur. Ouais. Eh ben sur vas-y, le alors un petit programme, point sur sur, les principaux championnats d'État, où on en est là aujourd'hui en ce 28 mars. Ouais, du coup, ce que je voulais dire pour cette année, c'est déjà, on va commencer par ça, par la violence dans plusieurs championnats. On l'a encore vu dans beaucoup de championnats, que ça soit dans tout le Brésil, en fait, que ce soit du nord au sud, entre supporters, contre les joueurs. Il y a aussi eu des épisodes de racisme, notamment dans le championnat paranaense. Donc voilà, commencer par ça existe encore au Brésil, malheureusement. Pour parler du foot, je pense que les 3 gros maintenant au Brésil, on attend 3 favoris pour le Brasileirão, donc Palmeiras, Flamengo et l'Atlético Mineiro. Ils répondent présents ce début de saison. Il y a aussi le São Paulo de Carlos Ceni qui était intéressant hier, qui est en finale. Mais vraiment, ouais, les 3 gros sur ce début de saison, ils sont présents, même si dans le jeu, c'est pas parfait, mais ils sont tous en finale. Et puis pour finir sur le championnat Carioca, Vasco et Botafogo ont été éliminés, mais sont qualifiés en demi-finale. Ça n'avait pas été le cas en 2020 et 2021. À chaque fois, ils étaient éliminés par des plus petits clubs. Et pareil, il faut qu'on en reparle à un moment, mais ces 2 clubs vont passer en SAF, donc vont changer de statut, et ils ont pas mal d'ambition, surtout Botafogo qui commence. Donc j'espère qu'on va retrouver un niveau compétitif entre les 4 gros de Rio, puisque c'est vraiment ce qui fait la beauté en fait de ces championnats d'État, ces classicos et ces grandes équipes qui vont disputer un titre. Donc voilà ce que je voulais dire. J'espère vraiment. Je trouve que c'est difficile quand même vraiment à faire comprendre à quel point c'était important ces championnats d'État à une certaine époque. C'est moins le cas aujourd'hui, mais c'était vraiment l'âme du foot brésilien, et c'est pour ça qu'on ne peut pas les supprimer encore, parce que ça a été tellement important dans l'histoire que ça doit encore exister, même si sur le niveau des matchs, c'est assez faible maintenant. Ouais, mais tu le disais, il y a aussi ce côté, tu sais, on en est souvent, je vais pas dire victime, j'ai pas le mot adéquat, mais il y a aussi cette projection de ce qui se passe chez nous sur les championnats d'autres pays. Et tu l'as dit tout à l'heure, pour les gens, un championnat d'État, c'est la R1, quoi. C'est le championnat régional. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. J'espère que vous l'avez compris. Il y a une question de Nostromo. Je sais qu'elle va te faire plaisir parce que je sais tout de suite ce que tu vas lui répondre. Mais tout de suite, voilà. La question, c'est: est-ce que c'est déjà arrivé qu'un club brésilien réalise le triplé championnat d'État Brasileirão en Libertadores? Allez, vas-y, fais-toi plaisir. C'est un exploit, hein, donc ça paraît difficile à réaliser quand même. Mais oui, Flamengo l'a fait en 2019. Et puis avant, il y a eu Santos aussi de Pelé en 62, même si du coup, c'était pas le Brasileirão, c'était la Taça Brasil, où il fallait gagner le championnat d'État l'année d'avant pour se qualifier. Ils font aussi le triplé, mais Flamengo était la première équipe, si on parle de Brasileirão, depuis 71 à le faire. Voilà, super. Merci Nostromo. Merci. Voilà, oui. je finis avec un grand sourire, je finis avec une grande déprime. C'est parfait, c'est comme ça, on conclut parfaitement ce dossier sur les championnats d'État. En tout cas, vous verrez, on va vous donner les rendez-vous parce qu'il y a des rendez-vous en fin de semaine. J'espère que ça vous a donné l'envie aussi de vous intéresser à ces championnats-là, qui sont l'âme du football brésilien, très clairement, il faut le dire. Qui sont l'âme du football brésilien, un point, on va pas en dire plus. J'espère que vous l'avez compris. Voilà, on termine ce dossier, on va enchaîner, on va passer aux joueurs de la semaine.
Et pour le joueur de la semaine, eh bien, on va revenir en Amérique du Nord. On va s'intéresser à l'un de mes chouchous de la sélection canadienne. Alors, ça va être aussi l'occasion de saluer l'excellent travail qui a été réalisé par John Herdman. On l'a dit, les Canadiens sont de retour en phase finale d'une Coupe du Monde pour la première fois depuis 1986, deuxième fois de l'histoire. L'ont fait de manière magnifique. Ils ont été vraiment la plus belle équipe de cette compétition. Et on va parler donc d'un joueur. Ce joueur, ce n'est pas Alphonso Davies, ce n'est pas Jonathan David, même s'ils sont hyper importants, ça c'est, on va pas classer les joueurs. Ce n'est pas non plus le diamant Tajon Buchanan, qui est un joueur absolument magnifique. Si vous ne le connaissez pas encore, ça ne saurait tarder, je pense. Non, ce joueur-là, c'est Stephen Eustáquio. Alors, ça vous parle peut-être pas encore, Stephen Eustáquio. Je vais vous mettre son image, sa photo, voilà, c'est lui, le numéro 7 de la sélection. Alors, c'est un garçon qui a un parcours un peu particulier, parce qu'il est né dans l'Ontario, il est né à Leamington, donc dans l'Ontario, et ses parents sont portugais. Ça a son importance parce que, à la différence de la grande majorité des autres joueurs de la sélection canadienne, il n'a pas grandi véritablement au Canada, il n'a pas grandi footballistiquement au Canada, puisqu'il est parti à l'âge de 7 ans au Portugal, donc il n'a pas connu les rangs de la MLS, par exemple, ce qui est le cas de beaucoup de joueurs canadiens maintenant qui ont grandi aussi en MLS. Je parlais de Tajon Buchanan, c'est un exemple parfait. Lui, non, il a fait sa formation au Portugal. Il a d'abord été dans les équipes de jeunes de l'União de Leiria. Il a gravi ensuite les échelons. Il s'est retrouvé en 3e division à Torreens, et puis en 2e division à Leixões. Et puis ensuite, en 2018, il arrive à Chaves. Il a 22 ans. C'est là qu'il commence à être repéré. Pour donner une idée, à cette époque-là, il est quand même, à un moment, il y a des rumeurs venues d'Angleterre qui disent que Manchester City est en train de regarder ce garçon-là. Sauf qu'il va avoir un parcours, je le disais, particulier, puisqu'il va être prêté, il va être envoyé au Mexique, il va être envoyé à Cruz Azul en 2019. Alors, il arrive au Mexique, en Liga MX, il a malheureusement pour lui pas véritablement le temps de s'installer parce qu'il s'est blessé aussi, et donc il va pas véritablement jouer avec Cruz Azul. Il va donc revenir au Portugal. Tout simplement, il va revenir à Paços de Ferreira, où là, véritablement, il commence à s'installer, il commence à s'imposer, à tel point que ce garçon-là a rejoint, vous le savez peut-être, a rejoint Porto en début d'année. Il a été prêté au FC Porto en début d'année, ce qui veut dire que déjà, on est dans un top club européen. C'est important parce que vous notez quand même que cette sélection canadienne commence à avoir de plus en plus de joueurs qui sont dans des top clubs européens. Ce que j'entends par des top clubs européens, je veux faire offense à personne, mais quand même Porto, ça reste un géant d'Europe. Je sais que pour la génération des 2010, c'est pas évident, mais on parlait d'histoire avec le Brésil tout à l'heure et les grands clubs. Porto est un grand club européen, des clubs qui jouent la Ligue des Champions, qui jouent l'Europe systématiquement. Donc Eustáquio est arrivé à Porto. Et voilà, ce garçon-là a été international U21 portugais, aux côtés de la génération João Félix, Diogo Jota. Voilà, il est dans cette sélection-là. C'est d'ailleurs à cette époque-là à peu près qu'il est dans le viseur de Manchester City. Mais en 2019, il a décidé de rejoindre la sélection canadienne, donc, dont il est aujourd'hui l'un des cadres. Pour le profil un petit peu du joueur, écoutez, quand il est arrivé à Cruz Azul, il avait été interrogé par les médias mexicains, pas lui, Victor Severino, je cherchais le nom, qui était entraîneur adjoint à Chaves, avait été interrogé, et il avait dit d'Eustáquio que ce joueur-là était le profil type d'un joueur qui pourrait sortir de la Masia barcelonaise, et effectivement c'est le cas, milieu reculé. Mais c'est surtout le cerveau de la sélection canadienne. C'est lui qui a cette qualité de passe, cette qualité de création. Vous verrez souvent briller, et vous les verrez à la Coupe du Monde, vous verrez briller les flèches Tajon Buchanan, vous verrez Alphonso Davies dévaler dans les couloirs, vous verrez Jonathan David faire des dégâts considérables devant. Et si vous regardez plus attentivement, derrière eux, vous verrez une rampe de lancement, l'homme par qui tout passe, c'est Stephen Eustáquio. Donc ça sera l'un des hommes à suivre. Côté canadien, il y en a beaucoup. Côté canadien dans cette sélection, c'est donc lui sur lequel on voulait faire le portrait pour
je le disais, célébrer un petit peu le retour du Canada et aussi célébrer le fait que le Canada était véritablement la plus belle équipe de cette sélection. Oui, on est tout à fait d'accord, Nostromo. Erdmann a parfaitement réussi la transition équipe féminine, équipe masculine, en alliant résultat et la manière dans les deux sélections, ce qui est un exploit remarquable. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, il a remplacé, alors je ne me souviens plus, je viens de manger un trou de mémoire, un entraîneur équatorien qui était en place du Canada, qui était en train de mettre un projet. Et ils ont mis de côté ce projet-là pour appeler Erdmann. Et voilà, les résultats sont là. La sélection canadienne est en avance. On l'attendait pour 2026. On va la découvrir en 2022. Et parmi ces joueurs-là, parmi l'ensemble de cette sélection, jetez véritablement un œil à Stephen Eustáquio et regardez-le au Portugal avec le FC Porto si vous en avez l'occasion. Voilà, c'était le joueur de la semaine. On va pouvoir enchaîner tranquillement. C'était un court portrait de notre joueur de la semaine. On va enchaîner avec un maillot que monsieur Marcelin Chamin a sur le dos. Un maillot bleu avec de belles étoiles. Et ce maillot, on veut un Canada-Équateur au mondial. Bah écoute, on verra Pierre. Enfin, ça va dépendre dans les pots dans lesquels ils sont replacés les uns les autres. Comme je crois qu'ils sont pas très très loin quand même en termes de classement FIFA, ça m'étonnerait qu'ils soient dans deux pots différents. Je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble qu'ils sont pas si loin. Je crois que le Canada est 33 ou 35 et il me semble que l'Équateur est aux alentours de la 40e place. Je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est ça. Bref, on va revenir à ce qui nous intéresse. Marcelin, le maillot que tu portes actuellement, on va parler de ce maillot avec la Croix du Sud, le maillot de Cruzeiro. Oui, donc, lors du précédent maillot brésilien, on avait parlé de Flamengo, qui en 1916 avait une fine bande blanche ajoutée au traditionnel bande rouge et noire du maillot de l'aviron, justement pour le différencier avec celui-ci. Et quand le Brésil entre dans le conflit de la Première Guerre mondiale, la bande blanche est abandonnée, puisque sinon le maillot ressemblait trop au drapeau de l'Empire allemand. Donc là, je me suis dit que c'était pas mal de parler aussi d'un autre maillot et d'un club qui va être impacté par la Seconde Guerre mondiale cette fois, puisque Cruzeiro, fondé en 1921 donc à Belo Horizonte, qui est une ville nouvelle qui est créée en 1897, avec le nom de Palestra Italia, puisque le club est fondé par des riches membres de la communauté italienne de la ville. Le maillot et le logo sont en vert en hommage à l'Italie. Et jusqu'en 1925, seuls les Italiens ou descendants d'Italiens sont autorisés à être joueurs ou dirigeants du club. Donc c'est vraiment un club qui est associé à la communauté italienne, comme Palmeiras à Sao Paulo, qui à l'époque était appelé Palestra Italia également. Donc il y avait le Palestra Italia de Sao Paulo et celui de Belo Horizonte. En 1937, il y a le président du Brésil, donc, qui était Getúlio Vargas, qui met en place la dictature appelée de l'Estado Novo, qui avait d'ailleurs des similitudes avec le fascisme italien de l'époque. Et en 1940, Getúlio Vargas fait quelques déclarations de sympathie à l'égard des régimes fascistes et nazis, même s'il va rester neutre dans ce conflit, il refuse d'engager le Brésil dans la guerre, jusqu'en 1942, où il va être forcé un peu par la pression à la fois du peuple brésilien et des États-Unis de faire un choix, puisque l'Allemagne et l'Italie vont faire couler des navires brésiliens, vers près d'1 millier de personnes qui va mourir dans ces attaques contre les navires brésiliens. Et donc le Brésil va rejoindre le camp des Alliés, même si avec la fin de la guerre en 1945, forcément les dictatures c'est plus possible, et donc ça va précipiter la chute de Vargas et de l'Estado Novo. Mais en tout cas, le Brésil s'engage en guerre aux côtés des Alliés, et donc après cette déclaration de guerre, les références à l'Allemagne et l'Italie sont interdites. C'est pour ça donc le Palestra Italia de Sao Paulo devient Palmeiras. Et le club de Belo Horizonte va aussi choisir un symbole du Brésil, donc qui va être la Croix du Sud, qui est présente sur le drapeau brésilien. Et la couleur du club passe du vert au bleu. Donc on pourrait penser que c'est la couleur du ciel, mais en fait c'est un hommage à la couleur de la famille royale italienne, donc la maison de Savoie. Et c'est pour ça que c'est le même bleu que la sélection italienne qui utilise le bleu pour les mêmes raisons.
Donc en fait, ce club, il a pour but de réunir le Brésil et l'Italie. Forcément, c'était très tendu à cette époque avec des menaces de saisie de biens des Italiens ou Allemands qui étaient très nombreux au Brésil. Et donc c'était un peu une déclaration de paix pour montrer que les communautés pouvaient bien s'entendre entre elles. Mais en tout cas, le Cruzeiro donc, devient Cruzeiro en 42 et change aussi de logo avec donc cette croix du Sud et puis marqué Cruzeiro dessus. Et c'est pour ça que je voulais parler de ce maillot aussi, puisque Adidas, cette année, pour célébrer justement les 80 ans du changement de nom, utilise d'ailleurs le logo de cette époque de 1942 sur le maillot de Cruzeiro. Et c'est un changement de nom qui va porter chance à Cruzeiro, ce qu'ils avaient perdu les 2 derniers titres, donc en 41 et 42, face au rival l'Atlético. Et ils vont enchaîner, on parlait des championnats d'État et l'importance aussi de faire des séries de titres consécutifs. Ils réalisent un tricampeonato entre 43 et 45, et donc ça lance un petit peu ce nouveau club et ce nouveau logo qu'on retrouve aujourd'hui. Ouais, et qui est magnifique, hein, juste. Il est tout simple, mais il a un truc, hein, vraiment. Hein, ce logo de Cruzeiro, il a un truc. Hein. Le logo est beau, le maillot aussi, j'aime bien le bleu, il est assez simple et c'est vrai qu'il est très efficace. Et celui que j'ai aussi, je l'aime bien aussi. Il est simple, mais très réussi. Ouais, je vais te mettre en gros plan, comme ça les gens verront bien le beau maillot de Cruzeiro. Hein, on le disait, époque 2014-2015, hein, quand ça gagne tout. Hein. Ouais, celui de 2015 où ils ont gagné le Brésilien en 2014 avec le badge. Et floqué Everton Ribeiro derrière en plus. Donc c'est ah là là. Je me disais bien qu'il y aurait bien un petit rappel à... Même si, bon, tu l'as acheté avant ou après qu'il arrive? Avant qu'il arrive, ouais. J'essaie de prendre l'un des... J'aime bien floquer mes maillots, et donc je prends celui du vainqueur, et j'aime bien floquer un joueur marquant. J'ai Doudou à Palmeiras, par exemple, Arthur à Grêmio, enfin, j'en ai quelques-uns. Ok, ils finiront peut-être tous à Flamengo, on verra dans quelques années. Ça sera quand tu seras directeur sportif de Flamengo après avoir laissé tes empreintes au Maracanã. Voilà. Si vous savez pas ce que va faire Marcelin dans les 10 prochaines années, maintenant vous savez. Vous avez son plan de carrière, on lui a tout tracé. Hein. Il était pas au courant de tout, mais maintenant il sait. Ça, ouais. Maintenant il sait. Bon voilà, en tout cas voilà, c'était l'histoire de ce très beau maillot de Cruzeiro. Qui vient de vous être raconté. On va pouvoir enchaîner, on va pouvoir passer à la dernière rubrique, les rendez-vous de la semaine. Alors, rendez-vous de la semaine, on le disait, on en a beaucoup parlé en début d'émission et on va continuer d'en parler un petit peu là. On va évidemment, on est sur la fin des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Conclusion en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique, en Ame Sud. C'est l'Asie qui va ouvrir le bal dès demain matin. Ça va commencer à 12h35 avec le Japon, me semble-t-il, qui joue en premier demain. Et puis on va surtout suivre à distance le choc entre Émirats Arabes Unis et Irak pour savoir qui affrontera l'Australie dans le barrage asiatique avant d'aller affronter le barragiste sud-américain. Ça va vous emmener tranquillement jusqu'à 19h. À 19h, avec le coup d'envoi des barrages retour en Afrique. PM le disait tout à l'heure, il me semble bien qu'ils sont diffusés par l'équipe, donc vous pouvez les regarder à la télé française gratuitement. C'est pas le cas de l'Asie, c'est pas le cas de l'Ame Nord. L'Ame Sud, on peut le regarder, c'est Bein, je crois. Hein. Il me semble. J'ai un doute, mais c'est ça. Hein, ouais. Donc voilà, vous pourrez commencer à partir de 19h, Sénégal-Égypte à 19h, Nigeria-Ghana à 19h et 3 matchs à 21h30, Tunisie-Mali, Algérie-Cameroun et Maroc-RDC, 21h30. Ça va vous permettre d'enchaîner tranquillement. Vous ferez une petite pause et puis on va vous donner rendez-vous, nous, demain sur Twitch, à cet endroit-là, sur cette chaîne, à partir d'1h15 pour la dernière soirée sud-américaine. Avec évidemment le trio magique Pérou, Colombie, Chili qui va se bagarrer à distance. Le Pérou accueille le Paraguay, la Colombie est au Venezuela, le Chili accueille l'Uruguay. On sera ensemble en direct pour suivre le match avec vous. Donc soit vous faites une petite sieste après l'Afrique, soit vous enchaînez direct, ce qu'on va faire nous, hein, donc vous pouvez y aller. Un bon café et ça part, ou du maté hein, si vous êtes un peu sudam. Donc voilà, ça sera pour les éliminatoires donc
ça nous amène toute la journée de demain. Ensuite, on se repose un peu et puis on continue dans la nuit de mercredi à jeudi. Les éliminatoires nord-américains, là, c'est à 3h du matin. Tous se jouent en même temps. À suivre plus particulièrement peut-être le Costa Rica-États-Unis, qui peut être problématique pour les Américains. Mais bon, ça voudrait dire que le Costa Rica met 3 buts, donc c'est un peu compliqué. On va voir. À suivre en tout cas. Ça, c'est pour les éliminatoires. Vous aurez bien musclé votre milieu de semaine. Ensuite, vous allez pouvoir vous reporter vers les championnats qui ont lieu ce week-end. On a du derby de Sydney en Australie samedi à 10h45 entre le Sydney FC et les Western Sydney Wanderers. On a un Classico Universitario entre la U et la Católica. On est au Chili. Deux équipes qui ne sont pas forcément au mieux en ce moment. Ça sera samedi soir. Dans la nuit, vous avez un joli Cruz Azul Atlas au Mexique. Dans la nuit de samedi à dimanche, je disais à 1h du matin. Et en même temps, quasiment, parce que ça démarre à minuit, vous avez en Argentine Defensa y Justicia contre River Plate. Là, pour le coup, ça devrait envoyer du très très lourd niveau football, parce que c'est probablement deux des équipes qui jouent le mieux en Argentine. Et enfin, oui, Nostromo, il y aura un récap du tirage au sort du mondial. Je pense qu'on le fera dans le cadre du 9-10 lundi prochain pour bien vous faire les choses. Et voilà, 9-10 lundi prochain qui sera consacré aux éliminatoires et aux groupes pour la Coupe du Monde. On vous parlera un petit peu de nos sélections, où elles en sont. On fera un petit peu un bilan de différents éliminatoires. Donc ça, c'est au programme de lundi prochain. Voilà, vous avez déjà le programme de lundi prochain. On vous a fait toute votre semaine, votre week-end et votre lundi. Il reste une chose pour le week-end, Marcelin. C'est le Brésil, c'est les championnats d'État. Ouais, donc avec les finales, ça va commencer le samedi. À 21h30, il y a le Classico Mineiro, donc entre l'Atlético Mineiro et Cruzeiro, suivi à 23h du Flamengo Fluminense. Donc, qui est très important, puisque c'est le troisième Fla-Flu consécutif en finale. Donc, Flamengo a l'occasion donc, de faire le Tetracampeonato, mais aussi un Tricampeonato contre Fluminense. Et en fait, Flamengo avait déjà battu 3 fois de suite Vasco entre 99 et 2001, puis 3 fois de suite Botafogo entre 2007 et 2009. Donc, aux côtés des supporters, il y a vraiment cette volonté d'avoir le troisième Tricampeonato contre le troisième rival. Donc, on voit que les championnats d'État restent importants. Et puis, il y aura aussi le Sao Paulo Palmeiras. Donc le tenant du titre contre la Sao Paulo contre Palmeiras, qui est la seule équipe encore invaincue. Le match pour l'instant est prévu dimanche et Palmeiras veut jouer le samedi en fait, parce que l'Allianz Park n'est pas disponible dimanche et Sao Paulo refuse. Je dis pour l'instant, je pense pas qu'ils vont changer de position. Et c'est aussi ce qui fait la beauté de ces championnats d'État, parce que le match ne se joue pas que sur le terrain et les clubs vont se battre un petit peu en dehors sur toutes ces questions de choix d'arbitre, d'horaire de match, de stade pour accueillir la rencontre. Donc il y a encore cette rivalité qu'on retrouve hors côté terrain. Donc certainement un match prévu le dimanche pour finir le week-end. Et ben voilà, vous avez votre menu qui est fait. On vous a fait le menu de demain jusqu'à lundi prochain. Donc là, je pense que vous êtes pas mal niveau foot de la planète Hello. Voilà, on va arriver au bout de cette émission. On va en rester là sur ce 8e épisode du 9-10. On a fait presque aussi long que la semaine dernière, c'est bien. On a trouvé notre rythme de carburation, c'est 1h50 le 9-10. Voilà, on pourra le dire. C'est un match de foot, mi-temps comprise. Voilà, c'est ça, c'est un match de foot. Vous avez fait votre match de foot avec nous. Et ben voilà, donc on va en rester là pour ce 9-10. On va vous encourager à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous les avez vus affichés au-dessus de ma tête toute la soirée. YouTube, Discord, Twitter, Facebook. Voilà, rejoignez-nous sur les différents réseaux. N'hésitez pas à vous abonner à nos différentes plateformes où vous êtes en train d'écouter cette émission, soit sur notre chaîne Twitch, c'est important, soit sur notre chaîne YouTube, sur laquelle vous allez voir vous êtes peut-être en train de regarder la rediffusion, ou sur les différentes plateformes de podcast. On va vous rappeler enfin que si vous voulez nous soutenir, vous avez les magazines. Le 18 est sorti la semaine dernière. J'ai oublié de le prendre avec moi. Je peux vous montrer le 17 si vous voulez. En attendant, c'est pas le 18, c'est le 17. Voilà, il est là, le 17. Et puis vous pouvez aussi, si vous voulez nous soutenir, vous procurez les livres. Le premier
de la maison d'édition de Monsieur Marcelin. Il y avait aussi les 11 Caminos, ici la version française. Et puis le tout dernier en date, le Primera Bola dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Le voici si ma caméra ne le met pas flou. Voilà, vous le voyez, n'hésitez pas à nous suivre, c'est sur la maison d'édition. Vous avez tous les liens qui sont passés dans le chat, vous aurez tous les liens dans la description. On va vous laisser là, on va vous remercier d'avoir été présent sur le chat. On va vous donner rendez-vous, même lieu, même heure, la semaine prochaine, lundi prochain, pour le 9e épisode du 9-10. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine.